La dernière. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Radio Nova, bienvenue dans La Dernière. Toujours en direct, en public au Théâtre L'Européen à Paris, vous l'entendez je pense. Merci pour cet accueil incroyable. Merci l'Européen, nous sommes le dimanche 9 février 2025 et pour ceux qui nous écoutent dans le futur, nous vivons une époque où le Parti Socialiste ne censure pas un gouvernement avec Retailleau, Valls et Darmanin. Putain, je ne sais pas ce qu'ils attendent. Je ne sais pas ce qu'ils attendent. Peut-être que Nordal Lelandais soit nommé ministre de la Convivialité. Je ne sais pas du tout. Et encore, je suis sûr qu'il dirait « Ouais, non, mais quand même, peut-être on peut dialoguer. C'est quand même un super mec. Il a le cœur sur la main. » Bon, c'est celui d'un autre mec qui faisait de l'autostop, mais c'est un cœur quand même, ça compte. Bref. Donc 9 février 2025, et d'ailleurs je tiens à vous rappeler que le 9 février 1950, le sénateur américain McCarthy prononçait son célèbre discours sur la chasse aux gauchistes. Que le temps a passé. Aujourd'hui, il serait président de Radio France, bordel. Bon, allez, pas de panique, on est sur Radio Nova en compagnie de la formidable Juliette Arnaud. Et bonjour. Bonjour Juju. Bonjour Guillaume. Est-ce que ça va ? Pas trop C'était Juliette, c'était quoi le moment le plus marquant de ta semaine ? Bah justement, pour survivre à tout ça, je me suis dit que j'allais regarder une série qui allait me faire comprendre. Et donc, 15 ans après tout le monde, je regarde Mad Men. Ah, c'était ça le moment le plus fou de ta semaine ? Bah ouais. Folle semaine, Juliette Arnaud. J'espère qu'on va essayer de se rattraper ce soir, notamment avec le formidable Aymeric Lompré. Aymeric, est-ce que ça va ? Ouais, ça va. Et c'est quoi, toi, le moment le plus fou de ta semaine ? Je dirais que le... C'est chiant. Allez, Pierre-Emmanuel Barré est avec nous aussi. C'était long, Aymeric, désolé. Pierre-Emmanuel, qu'est-ce que t'as fait de beau cette semaine, toi ? Ah, je croyais que t'avais demandé le meilleur moment. Bah, c'est quoi le meilleur moment de ta semaine ? C'est quand t'as raté ton train pour la conférence de rédaction et que du coup j'ai pu te voir qu'une fois dans la semaine. C'est une de trop, mais c'est mieux que d'habitude. D'accord. Ouais, moi aussi c'était ça. Je vous rappelle que quand même je suis le patron et que vous me devez... Bon, allez, c'est pas grave. Nous rejoindrons pendant l'émission Mamari, Florence Mendes et Sama Karaki. Merci. Allez, merci tout le monde, c'est parti. Sans plus attendre, on est chaud comme Donald Trump au point soleil. C'est l'heure de la revue de presse. C'est moi qui commence. Aïe, aïe, aïe. Moi j'ai une info. Aymeric, la semaine dernière à Lille se tenait la première cérémonie des Augustes consacrée à l'humour et qui récompensait entre autres le meilleur chroniqueur dans l'audiovisuel. Devinez c'est qui a gagné ? Aymeric. Et non, c'est moi. Après, il pouvait pas donner 1000 prix. S'il y avait eu un prix du chroniqueur le plus BG... Non, je dis une connerie, il filé aussi, c'est sûr. Moi j'ai une info, donne l'argent. Liam Gallagher s'est fait construire une piscine alors qu'il ne sait même pas nager. Donne l'argent. Ouais, grave. C'est comme si moi je me faisais construire une salle de sport. Ou alors une salle de bain, ou une bibliothèque, ou un dressing, ou une cuisine. Je passe ma vie dans le salon, quoi. Moi j'ai une info. Guillaume, la semaine dernière à Lille se tenait la première cérémonie des Augustes consacrée à l'humour qui récompensait entre autres le meilleur chroniqueur dans l'audiovisuel. Et devinez c'est qui a gagné ? Guillaume. Et non, c'est toujours moi. Alors après... L'encouragez pas. Il pouvait pas donner 1000 prix non plus. S'il y avait eu un prix du chroniqueur le plus charismatique... Non, je déconne. Non. Là, c'est sûr, je partais avec. Bon, moi j'ai une info, c'est la réponse 3. Donald Trump a affirmé qu'il voulait faire de Gaza la côte d'Azur du Moyen-Orient. Pour en parler, France Info a invité. Réponse 1, un spécialiste en géopolitique. Réponse 2, un spécialiste en psychiatrie. Réponse 3, un représentant des métiers du tourisme. C'est la réponse 3. Et oui, on écoute tout de suite. Bonsoir. Vous êtes président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie d'Île-de-France. La bande de Gaza en Riviera, est-ce que ça a du sens pour le professionnel du tourisme que vous êtes ? La bande de Gaza a des atouts, on l'a déjà dit. Rigolez pas, c'est avec votre pognon, je vous rappelle. Voilà, France Info. Et pour parler des enfants morts à Gaza, retrouvez bientôt un spécialiste du compost. Moi j'ai une info, Juliette. La semaine dernière... C'est chiant. On n'en peut plus de toi. Ok, très bien, pas de souce, on fait taire les intellectuels. Je m'y attendais. Bolchevique. Allez, moi j'ai une info. Sarkozy aussi. Au mois de janvier 2025 en France, la densité carcérale est de 129,5% et 16 850 personnes non détenues font l'objet d'un placement sous bracelet électronique. Sarkozy aussi. Oui, depuis vendredi.
Oui, mais il n'y a pas de blague, Juliette, là. Non, c'était juste pour entendre les gens chanter du Fernandel en 2025. C'est une chanson de 1939, une belle année. Belle année, oui. Pas drôle. Mais Alors, parce qu'en fait, il faut plusieurs fois, regarde. Ah. J'ai une info, Rosalie aussi. Un élu RN nommé Xavier Rosalie, très proche de Julien Oudoul, fait l'objet d'un signalement raciste pour ses publications sur Facebook. Rosalie aussi. Ah, attends, moi j'ai une info. Personne n'a craqué. Olivier Dussopt a été condamné pour favoritisme dans une affaire de contrat entre la ville d'Annonay et une entreprise de traitement des eaux. Qui a craqué? Personne n'a craqué. En revanche, Olivier a croqué. Oh. Un jeu de mots, c'est un jeu de mots. J'étais deuxième dans le classement, je pense. Moi j'ai une info, waouh, humour noir, quasiment des ténèbres. Netanyahou aurait offert un beeper en or à Trump en référence à l'épisode des beepers piégés. Waouh, humour noir, quasiment des ténèbres. Et si ça se trouve, Netanyahou, il aurait adoré ta blague, Guillaume. En fait, ça se trouve, peut-être il aurait été même directeur de Radio France et on y serait encore. Alors, Jamid Le Schlag, non, mais nous... Bon, garde le micro, Émeric, parce que c'est le moment de ta séquence tant attendue. Ouais. Cette séquence de fin de revue de presse. Qu'est-ce que tu nous as concocté cette semaine? Merci, Guillaume. Oh là là. Je tente un nouveau personnage. Ouais. Non, mais merci, Guillaume, de me tendre le micro. Ce micro ô combien important pour la liberté d'expression. Vous n'aurez pas mon micro, criait Victor Hugo au sein d'un monde bien englué dans le mensonge et la trahison. Waouh. Cette semaine, Guillaume, j'ai voulu redonner un sens à cette émission et recréer du lien entre nous et nos auditeurs. C'est pourquoi j'ai décidé de répondre aux questions des auditeurs. Mais comme c'est la première fois que je le fais, donc j'ai pas encore des questions des auditeurs. Du coup, j'ai décidé d'en inventer. Et j'ai décidé aussi d'aller encore plus loin dans le délire et d'inventer une ville. C'est rigolo. Allez. Et après, on fera du merch et on fera croire que c'est reversé à Médecins du Monde. Allez, bon. Et cette semaine, c'est Julie Arnoux qui nous écrit de Saint-Goulan. Trop drôle. Julie nous écrit de Saint-Goulan pour nous dire « J'adore votre émission et notamment votre question phare sur les questions des auditeurs. » Waouh, hyper bizarre. Je viens de le faire et il y a déjà des questions. Bon. Merci Julie pour ta participation. Si tu veux dire ta séquence que t'aimes le moins, ce serait quoi? Je dirais que... Waouh, ça va tellement vite, elle répond déjà. Je dirais que ma séquence que j'aime le moins est la pub, et aussi quand la grande saucisse, elle parle. Guillaume, non, l'autre grande saucisse, celui qui dit que vous puez alors que vous puez même pas, car je le sens d'ici. Mais comment vous faites pour le sentir? Vous êtes à côté de moi, quoi. Émeric. Ouais. C'est du plagiat, c'est Pierre-Emmanuel qui fait ça. Ouais. C'est vraiment, tu fais comme Pierre-Emmanuel, t'es en train de copier. Ouais. Ouais, mais en moins bien, tu copies en moins bien. Moins bien, c'est moins bien. Ah oui, oui. Ouais, la semaine prochaine, je vais essayer de vous copier, Guillaume. Ouais, mais en moins bien. Impossible. C'est pas très gentil, Émeric. C'est pas très gentil. Ouais. On peut applaudir Émeric Lompré quand même, bien sûr. Merci. Enfin. Et merci à celle qui t'aide beaucoup pour l'écriture. On peut remercier celle qui t'aide beaucoup, hein, quand même, qu'on appelle la chartreuse, bien évidemment. Allez, je reçois des SMS en direct d'auditeurs qui disent « Oh là là, mais quel génie, on n'en peut plus de rire, s'il vous plaît, mettez-nous un sketch de Laurent Gérard pour qu'on reprenne notre souffle. Et écoutez, calmez-vous quand même, quitte à écouter des conneries, on va écouter de la publicité. » Vous êtes toujours sur Radio Nova, c'est toujours la dernière avec Juliette Arnaud, Émeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré. Il est 18h14 et c'est l'heure d'accueillir notre invité du jour, notre visiteur du soir. C'est la terreur des politiques corrompus. Claude Guéant en mouille son pyjama en pilou-pilou quand il en rêve la nuit. Sarkozy a affiché sa tête sur son frigo quand il doit faire un régime. C'est la kryptonite de Jérôme Cahuzac. C'est le journaliste d'investigation Fabrice Arfi. Salut Fabrice. Bonjour tout le monde. Sois le bienvenu. Merci beaucoup. Sois le bienvenu dans cette émission. On est très heureux de te recevoir. T'es journaliste d'investigation à Mediapart. Abonnez-vous. Comme ça, c'est fait. Hein, on l'a placé, c'est très bien. On a eu envie de te recevoir parce que tu es à l'affiche au cinéma en ce moment, dans un film qui cartonne. Fabrice Arfi is the new Christian Clavier. C'est pas le titre du film. Non. Tu joues ton propre rôle puisqu'il s'agit d'un documentaire qui s'appelle Personne n'y comprend rien.
Alors, première question, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce titre et de quoi parle le film? Parce que je crois qu'il y a un petit lien entre les deux. Alors, c'est un film sur l'affaire des financements libyens, autrement appelée l'affaire Sarkozy-Kadhafi, qui est en procès depuis 1 mois maintenant au tribunal de Paris. Et c'est pas un vain mot que de dire que c'est un procès historique. C'est la première fois dans l'histoire pénale et l'histoire politique française qu'un ancien président, 3 anciens ministres sont suspectés officiellement d'avoir été stipendiés par une dictature étrangère et non des moindres, celle du dictateur Kadhafi, à laquelle on va faire la guerre. Et il se trouve que Nicolas Sarkozy avait déclaré au journal Le Figaro Magazine, qui est un journal qui a une oreille parfois un peu complaisante vis-à-vis de ce que peut dire Nicolas Sarkozy, qui dit que il dit le pire dans cette histoire, c'est que personne n'y comprend rien. Et donc nous, on s'est dit à Mediapart, après avoir fait à peu près 170 articles sur le sujet, une BD, un podcast, bientôt des mugs et des chaussettes. Un livre pour enfants et tout. C'est ça. On s'est dit, tiens, on va en faire un film et on va aller sur le terrain de Nicolas Sarkozy. Il dit personne n'y comprend rien, chiche. Et sur cette histoire qui a été saturée dans l'espace public depuis 14 ans, en fait, plus par la force des démentis de Nicolas Sarkozy que par simplement la pédagogie des faits qui lui sont reprochés. On s'est dit qu'il faisait du spectacle médiatique avec ça. Alors nous aussi, on va en faire, parce qu'un film au cinéma, c'est une forme de spectacle, comme un manuel citoyen pour que tout le monde puisse comprendre de quoi on parle. Et on le conseille, ce film, on l'a tous vu et on s'est tous régalés, voyez-le, avec du popcorn. C'est vrai que c'est très très pédagogique, il y a un empilement de faits, d'ailleurs on va y revenir. Parce que, comment ça se passe au tout début de l'enquête? C'est pas expliqué dans le film, c'est pour ça que je te pose la question, mais c'est le préparatif, quoi. À quel moment tu te dis, tiens, il y a un truc à creuser? Est-ce que tu reçois un mail un jour avec quelqu'un qui te dit, j'ai peut-être un truc qui peut vous intéresser? Pourquoi vous avez cette voix-là? Je sais pas. C'est pour l'anonymiser, je voulais pas qu'il se reconnaisse. Surtout par mail. Ouais. C'est pour par sécurité. Ça n'a aucun sens, cette émission. Alors, répondez à la question. Bon, je reformule ma question. Alors, quand Rachida Dati t'envoie un mail pour te dire... Non, pardon. En l'occurrence, ça s'est exactement passé comme ça, pas pour Rachida Dati, mais pour le mail. En effet, au début de l'année 2011, on a reçu un mail au journal qui disait de manière très sommaire, j'ai peut-être quelque chose qui va vous intéresser sur quelqu'un que vous suivez. Alors c'est vrai que c'est pas dit comme ça, c'est pas foufou. Mais surtout, attends, je fais une petite digression, mais des mails, t'en reçois combien par jour? Quantité. Ouais. Et en fait, c'est quoi, des dizaines ou des... Le journal reçoit des centaines de mails par jour. Le service que je dirige en reçoit des centaines parfois. Enfin, c'est vraiment. On a même un service qui s'occupe de filtrer les mails. Faire le tri, ouais, bien sûr. Mais celui-là, il a attiré ton attention. Tu t'es dit, oui, c'est sérieux. La voix, quoi. Oui, ça va. On écoute les cafeteurs. Non, mais disons que, pour choisir, faut avoir du choix. Et c'est vrai que nous, on essaye quand même d'aller y voir le plus possible dans tout ce qu'on reçoit. Et les mails les plus énigmatiques sont parfois ceux qui attirent paradoxalement le plus le regard et l'oreille. Et celui-là, en fait, en répondant, la personne qui nous écrivait, quelqu'un qui nous intéressait, c'est ce qu'on appelle pudiquement un intermédiaire, c'est Ziad Takieddine, un homme sur lequel on écrivait déjà depuis plusieurs années. Alors, on dit intermédiaire quand on est gentil, quand on est un peu plus méchant, comme parfois la justice à son égard. C'est un agent de corruption présumé. Et le quelque chose qu'il a, que cette personne a et qui... Alors, cette personne qui n'est pas Ziad Takieddine. Ah, pas du tout. Non. Non, c'est vraiment pas Ziad Takieddine. Et d'ailleurs, ce quelque chose, il faut qu'avec mon confrère Karl Lasquet, avec qui je fais l'enquête depuis 2011 sur le sujet, on aille dans un pays étranger. Je dirais pas lequel, pour des raisons de protection des sources, aller le récupérer. C'est quoi? En fait, c'est les archives numériques de Ziad Takieddine. Donc, tu récupères un disque dur? On récupère des clés USB, un disque dur, avec des dizaines de milliers de documents, mais tout, quoi, des correspondances, des éléments fiscaux, des éléments bancaires, des notes, parce qu'on a une chance absolument énorme, c'est que ce Ziad Takieddine, c'est un besogneux. Donc, quand il prépare une réunion, il fait des notes préparatoires. Quand la réunion a eu lieu, il fait des comptes rendus. Il a un journal intime. Il a un journal intime, peut-être pas, mais il scanne beaucoup, y compris des notes manuscrites. Tout ce qu'il récupère, y compris de la puissance étatique, ça se retrouve dans son disque dur. Et même ses photos de vacances qui, avec Brice Hortefeux sur son yacht, Jean-François Copé qui barbote dans sa piscine au Cap d'Antibes. Alors, donc toi, quand tu tombes là-dessus, tu fais waouh. Moi, je suis comme un enfant à Noël. C'est-à-dire que
C'est-à-dire que pour quelqu'un qui, comme moi, depuis 25 ans, s'intéresse à ce qu'on appelle les atteintes à la probité, la corruption, avoir comme ça l'espèce de caverne d'Ali Baba de l'un des plus grands corrupteurs présumés de la République, c'est vrai que c'est un fil qui dépasse de la pelote et qu'on va essayer de dévider. C'est comme ça que ça a commencé l'histoire pour nous. Alors moi, juste une question purement légale. Vous avez le droit, vous savez très bien que toutes ces données numériques que vous avez, elles ont été volées. Non, on ne peut pas dire qu'elles aient été volées. Mais... Non. Vraiment défendu comme un écolier. Non. C'est pas moi. Je suis où là? Non, mais c'est pour savoir si... Nous avons les moyens de vous faire parler. Je vais répondre. En l'occurrence, le secret des sources nous permet de protéger les personnes qui se mettent en danger, parfois personnellement, parfois physiquement, parfois professionnellement, pour faire ce qu'elles font. Et on ne peut pas considérer, en droit français, je suis très légaliste, que le journaliste serait le receleur d'un délit commis par un autre. C'est pour ça précisément qu'on protège les sources, parce que c'est à nous, à partir des documents qu'on récupère, nous ne provoquons jamais aucun acte légal. On demande à personne de pirater quiconque, on demande jamais à personne de dérober des documents, mais c'est évidemment une bonne question. Si on sort de cette histoire, le propre du métier de journaliste, c'est d'obtenir des informations auprès de gens qui ne sont pas censés nous les donner, voire qui violent un règlement ou la loi pour le faire. Si on prend l'exemple de, je sais pas moi, Edward Snowden qui révèle la surveillance de masse opérée par la NSA américaine. Edward Snowden, quand il prend les éléments... c'est un vol. Il n'a pas le droit de le faire. Mais après, c'est un check and balance entre, non pas l'origine des documents, mais le contenu. Ce qui compte, c'est le contenu. Est-ce qu'ils sont d'intérêt public et est-ce qu'ils sont vérifiables? S'ils sont vérifiés d'intérêt public, alors ils vous appartiennent à toutes et tous. Donc là, tu récupères toutes ces infos de disque dur de Ziad Takieddine. Et comment tu fais le lien? Quelles sont les pièces qui te permettent de faire le lien entre Takieddine et celui dont on n'a pas encore parlé, le certain Nicolas Sarkozy? Mon crush. Ouais. C'est toi qui l'as dit. Alors comment je fais le lien? C'est assez simple. Il y a des documents où il y a écrit Nicolas Sarkozy. Ah ouais. Comme quoi c'est facile ton métier. Enquête en fait. Vite. Avec une flèche. Encore une affaire rondement menée. Bonne journée. Voilà. Non mais c'est un. J'aurais pas dû mettre mon nom. Je l'aurais fait rire Émeric Lompré, je suis pas venu pour rien. Non, mais c'est un maquis absolument, quand on regarde comme ça au premier regard, absolument incompréhensible de comptes bancaires, de documents en arabe, de documents en anglais. Et donc il y a eu un travail patient, très pénible, méthodique, fastidieux avec Karl pour d'abord vérifier l'authenticité de tout ce qu'on avait sous les yeux et ensuite d'aller voir un certain nombre de personnes citées, de témoins de premier rang, de second rang, pour essayer de conforter ce qu'on avait. Et ce qu'on comprend assez vite, au bout de 3 mois à peu près d'enquête, c'est qu'il y a autour de la question libyenne un récit invisible qui ne correspond pas du tout à l'histoire qu'on nous a racontée sur la réalité des relations entre la démocratie française et la dictature de Mouammar Kadhafi. Une petite anguille sous roche. On va y revenir, Fabrice, reste avec nous. Évidemment, on est ensemble jusqu'à 20h. On va s'écouter un petit peu de musique. Je pense que du coup, les portes du pénitencier, Tony Hallyday. Eh ben non. Juliette, non. Ah bon? Mais non, Guillaume, on est en 2025. Ah oui. Donc on va plutôt écouter le titre de celle qui vient de gagner le Grammy de l'album rap de l'année. C'est une femme, elle s'appelle Doechii. Son titre, c'est Denial is a River. Attention, j'aime tout de elle. J'aime son humour, j'aime sa musique. J'adore son clip et son humour. Dans le clip, sa voix intérieure et dans la chanson, sa voix intérieure est jouée par la comédienne et autrice Issa Rae. C'est putain de drôle. C'était Doechii avec Denial is a River. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Nova. C'est la dernière avec Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Émeric Lompré, notre invité, le journaliste d'investigation Fabrice Arfi. Et il nous a rejoint sur le plateau Florence Mendes pour sa chronique. On l'entendra tout à l'heure. Ça va, Florence? Jusqu'ici, tout va bien. Je crois que tu as un petit compte en banque en Belgique. Fais attention, tu es à côté de Fabrice. Après Fabrice. un compte en banque, voilà, je vais pas y arriver. AVC, voilà. AVC en direct. On t'écoutera tout à l'heure. Fabrice est toujours avec nous. On va continuer évidemment à parler Kadhafi, Sarkozy, les Shirley et Dino de la corruption. Mais avant ça, Pierre-Emmanuel, c'est l'heure des questions des auditeurs. Donc, j'imagine que tu vas continuer.
Tu vas continuer ton dénigrement systématique. Tu t'étais acharné sur moi, maintenant ça va être Aymeric. Voilà, c'est ça. C'est convenu. Guillaume, je ne crois pas que vous ayez saisi tous les tenants et les aboutissants de cette chronique. Je ne dénigre pas les gens, je les rends meilleurs. Hein? Regardez-vous en septembre, vous n'étiez rien, et aujourd'hui, grâce à moi, vous le savez. Certains appelleront ça de la méchanceté gratuite. Je préfère parler de lucidité payée. Vous le savez, pour progresser, il est essentiel de s'entourer de gens qui vous tirent vers le haut. Raté pour Aymeric, qui a décidé depuis septembre de vivre en colocation avec Douli. Pour ceux qui ne connaissent pas Douli, imaginez une douce fée, délicate et fragile, et maintenant visualisez l'inverse, c'est Douli. La décision d'emménager ensemble a été prise très rapidement. Hein. Aymeric a dit Douli a répondu Il n'y avait plus qu'à se mettre d'accord sur le quartier. Ce serait donc le 12e arrondissement de Paris. Quand Aymeric et Douli ont visité leur futur appartement accompagnés de leurs chiens, un labrador et un bull terrier, le propriétaire a dit « Ah non, ça c'est non, pour l'hygiène c'est pas possible ». Les chiens ont donc continué la visite seuls et signé le bail. Et il faut bien accorder à Aymeric et Douli que leurs compagnons à quatre pattes sont très propres et très bien dressés. Ils ont toujours des petits sacs sur eux. Comme ça, ils peuvent ramasser les crottes que leur maître laisse partout. Je pourrais en parler pendant des heures, mais il est temps de passer au message des auditeurs. Et vous savez, comme j'aime nos auditeurs, je les aime tellement que je n'ai pas lu leurs questions pour ne pas devoir en choisir une et décevoir les autres. J'ai préféré, une fois n'est pas coutume, inventer des questions. Et cette semaine, c'est Malik qui nous écrit de Saint-Roustan. Saint-Roustan qui ce week-end mettait à l'honneur ses commerçants avec son désormais célèbre Black Saturday, une ébouriffante fête du shopping où les boutiques, échoppes et autres pop-up stores restent ouverts, tenez-vous bien, entre midi et 2. L'occasion pour les racilariens de tout âge de venir faire du lèche-vitrine dans l'avenue Melchior-Bouillon, véritable poumon économique de la commune, qui part de la mairie pour rallier le quai du commandant Maurice, où s'installent chaque année, depuis plus de 70 ans, les transats et parasols de l'opération Saint-Roustan-Plage. Mais prenez plutôt ma main, fermez les yeux et laissez-vous guider. Évadons-nous ensemble sur les pavés usés de la vieille ville. Ah, ça commence mal, on vient de marcher dans le vomi de Dédé. Rouvrez les yeux, c'est plus sûr. Sur votre droite, ce local vide, c'est là que se tenait jusqu'à récemment BBSM, le seul sex shop pour enfants de l'histoire, qui avait révolutionné le petit monde du libertinage infantile avec ses doudous vibrants, ses biberons en forme de phallus et ses fameuses couches fendues, à éviter bien sûr, après le repas de bébé. Le magasin a fait faillite. Après seulement 3 semaines d'ouverture, un échec commercial dû sans doute à une mauvaise étude de marché préalable, les entrepreneurs n'ayant pas pris en compte le pouvoir d'achat extrêmement limité des enfants. Un peu plus loin, l'office de tourisme, qui chaque jour, dès 8h du matin, n'attire absolument aucun touriste, puisque Saint-Roustan n'existe pas. Une situation qui n'affecte en rien la bonne humeur de Nathalie Rillon, l'unique employée de l'office, qui la semaine dernière encore déclarait à la Gazette de Saint-Roustan « Tout va bien, je suis heureuse, j'ai donné un prénom à chaque lettre du parquet. Attention, vous marchez sur Clément! Vous n'auriez pas un Xanax ou un fusil? Vous sentez cette bonne odeur de testicules? Arrêtons-nous donc, afin de déguster le plat traditionnel local, une délicieuse coucouille à la main câline, le premier et unique food truck misogyne. Un panini, une main au cul pour la petite blonde au gros fiac habillée comme une salope, s'écrie Gaston, le jovial patron des lieux, avant de tenter d'apaiser la colère de l'acheteuse en ajoutant « Eh Simone Veil, quand on a ses viandes, on reste à la maison avec une tisane !» Toujours le petit mot pour chaque client, c'est ça, être commerçant. Mais il est temps de quitter la rue Melchior-Bouillon et de revenir à Malik qui nous écrit bonjour à toute l'équipe et bravo, je ne rate jamais la dernière, j'espère que vous allez revenir l'année prochaine. Savez-vous déjà qui remplacera Aymeric et Guillaume?
Non, Malik, je ne le sais pas, mais la bonne nouvelle, c'est que qui que ce soit, ce sera mieux. Je reviens la semaine prochaine. D'ici là, si vous avez des questions, posez-les à vos proches. Et si vous n'avez pas de proches, posez-vous des questions. Merci quand même, Pierre-Emmanuel Barré, qu'on retrouve tout à l'heure. On est toujours avec Fabrice Arfi, tu es toujours avec nous à l'affiche du formidable documentaire « Personne n'y comprend rien » sur l'affaire dite du financement de la campagne de Nicolas Sarkozy par peut-être, on ne sait pas quel suspense, Mouammar Kadhafi. On parlait voilà, des intervenants et puis des personnages de ce procès. Juliette avait une question sur un d'entre eux. Ouais, pour être sûr de bien y comprendre, qu'est-ce que c'est exactement un agent de corruption? Qu'est-ce que c'est plus précisément le vrai métier de ces intermédiaires comme Ziad Takieddine? Et est-ce qu'ils ont été plus décisifs pendant l'ère Sarkozy? Ouais, alors c'est une très bonne question qui a même été posée aux prévenus, notamment à Nicolas Sarkozy, à Brice Hortefeux, à Claude Guéant par le tribunal. Et il faut voir quand même ces trois hommes puissants qui ont été au sommet de l'État, qui ont pas su quoi répondre, en disant mais je sais pas, et je crois comprendre que c'était un homme d'affaires, mais plus précisément quoi, je sais pas exactement. Or on a quand même un Brice Hortefeux qui est sur son bateau, son yacht, en vacances avec lui, avec la femme, les enfants, mais etc. il parle pas boulot en vacances, il parle pas boulot. Alors un intermédiaire, ce qu'on appelle un intermédiaire, dans le cas d'Ziad Takieddine, un agent de corruption présumé, c'est des gens qui n'apparaissent dans aucun organigramme officiel de la République, qui pourtant sont au contact des cabinets ministériels, voire même des ministres ou de personnel au sein de l'Élysée, et à qui on confie ce que l'État, pour des raisons légales, ne peut pas assumer. Donc c'est exactement ce qu'on pourrait appeler, comme on appelait avant, des porteurs de valises, des gens qui sont là chargés de s'occuper sous l'ombrelle de la chose publique de système de commission, de prendre de l'argent pour le donner à qui de droit au sein de l'État. Et donc ces personnages-là, c'est vrai que pour répondre à la deuxième partie de la question, il y a une spécificité du sarkozysme de ce point de vue-là. C'est-à-dire que dans les années 60, dans les années 70, même 80, il en existait des intermédiaires. Mais il y avait comme des zones tampons entre les politiques et les intermédiaires. Il y avait même des offices d'État. Par exemple, dans les milieux de l'armement, il y a des offices d'État qui sont chargés de vendre des armes pour tel ou tel autre pays. Et c'est eux qui gèrent, notamment des fonctionnaires, ce type d'intermédiaires dont on a besoin, dit-on, parfois, pour corrompre un pays acheteur et qu'on puisse vendre français plutôt que ce soit les Allemands, les Anglais ou nos concurrents qui remportent les marchés. Ce qu'il y a d'absolument vertigineux avec l'affaire du financement libyen, c'est qu'on voit deux agents de corruption présumés qui ont eu leurs entrées au ministère de l'Intérieur et à l'Élysée, donc le Ziad Takieddine dont on a déjà parlé et son meilleur ennemi qui s'appelle Alexandre Jory, qui était au contact des politiques. C'est-à-dire que Alexandre Jory, c'est quelqu'un qui, pendant le quinquennat Sarkozy, est allé 59 fois à l'Élysée. Donc ça, on a les preuves. Dans le bureau de Claude Guéant ou dans celui de Nicolas Sarkozy. Guillaume a raison, il y a forcément donc des preuves écrites, parce que n'importe qui... Sûr. Voilà, mais... Bien sûr. C'est plus ou moins assumé quand même en fait, c'est assumé... Ils étaient là, mais on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Pas tellement quand on les voit aujourd'hui au tribunal, ne plus les regarder et dire « je ne sais pas très bien qui c'est ». Et là, on a parlé. Tu utilisais l'expression à l'instant porteur de valise. Alors, ça paraît une expression un peu métaphorique, mais est-ce qu'il y a vraiment de ça concrètement? C'est-à-dire que on a possible. Alors, j'utilise toujours possiblement. Probablement Claude Guéant qui va en Libye récupérer des mallettes d'argent liquide. Ils sont présumés innocents. L'invariant de toutes ces affaires de corruption, ce sont les espèces. Ce sont les espèces pour une raison simple, c'est que ça ne laisse pas de traces. C'est pour ça que quand j'entends que dans cette affaire, il n'y a pas de preuves, c'est sûr. Dans le crime d'argent, c'est contrairement au crime de sang, il n'y a pas d'empreinte papillaire sur les billets. Il n'y a pas la photo d'un selfie de Mouammar Kadhafi qui remet la valise à l'un ou l'autre. Ça n'existe pas dans ce type de dossier, ce genre d'éléments. Cela étant, dans le dossier libyen, il y a des traces bancaires et il y a des flux d'espèces qui ont été retrouvés et il y a même des
petites indications d'après les policiers et les juges d'instruction qui ont mené l'enquête vaillamment pendant 10 ans. Il y a des coffres-forts notamment. Par exemple, il y a quand même une histoire assez stupéfiante, c'est que Claude Guéant, qui a été le directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur, il a été aussi son directeur de campagne pendant la campagne présidentielle en 2007. Et qu'est-ce qu'ont découvert les enquêteurs? C'est que juste le temps de la campagne présidentielle, il a ouvert un coffre-fort dans une banque à la BNP. Alors, il est allé à sa propre agence, qui est dans les Beaux Quartiers, dans le 8e arrondissement de Paris. Il a dit, moi, je voudrais un coffre-fort. Les préposés à la banque, ils ont dit, voilà, on a des coffres-forts. Il disait, non, mais moi, je veux un très grand coffre-fort. Je jure que c'est vrai. Écoute, donc, Claude, tu m'emmerdes. Et donc, il lui a dit, il faut aller ailleurs. Et donc, il faut aller à l'agence d'Opéra, qui est la grande agence de cette banque-là. Et là, il a loué, vraiment le temps de la campagne, une chambre forte si grande qu'un homme ou une femme peut y rentrer debout dedans. Et quand il a été interrogé en garde à vue, Claude Guéant, sur l'utilisation, la destination de ce coffre-fort, je vous jure que c'est vrai, il a répondu que c'était pour mettre des discours de Nicolas Sarkozy. Donc alors peut-être que Nicolas Sarkozy écrit des très gros discours sur des gros ordinateurs, etc. Mais c'est vrai que les enquêteurs ont été moyennement convaincus, puisque un discours pendant une campagne électorale a quand même vocation à être dit publiquement, et qu'il y a un siège de campagne. Voilà. De la même manière, c'est authentique. De la même manière, c'est qu'on a retrouvé beaucoup d'espèces dans la campagne, qui a circulé en grosses coupures dans la campagne. Et quand le trésorier de la campagne a été entendu, ils lui ont demandé d'où ça vient ces espèces. Et donc il a dit en fait c'était des dons anonymes envoyés par la poste. Donc là, il faut se figurer aussi ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il y a un militant UMP qui se dit tiens, j'ai un billet de 500, je vais le mettre dans une enveloppe. Je vais leur envoyer, je vais pas leur dire que c'est moi. Sympa, et puis je vais pas pouvoir défiscaliser. Parce qu'un don politique, ça peut normalement être défiscalisé à 70%. Habile, on va revenir à tout ça, puis on reviendra évidemment sur le procès qui a lieu en ce moment. Mais il est 18h39 sur Radio Nova, il est l'heure d'écouter celle qui nous vient de Belgique pour grand remplacer nos blagounettes, Florence Mendez. Bon, je vous préviens, je suis d'une humeur de dog. Quoi, t'es de mauvaise humeur? Non, j'aboie, je bave et je renifle des culs. Mais bien sûr que je suis de mauvaise humeur. Jeudi passé, la Cour d'appel de Paris a confirmé le non-lieu dans l'affaire Harry Habitant, faute, je cite, d'indices graves ou concordants. Alors c'est vrai, la meuf ne présentait qu'un traumatisme au niveau du coccyx, des hématomes sur les cuisses et des plaies vives au niveau de l'anus et du vagin, ce qui est clairement la recette pour une soirée réussie. Alors, attendez, c'est pas tout, ça lui a valu 10 jours d'ITT. On a retrouvé au domicile du gars une serviette pleine du sang de sa partenaire et les juges d'instruction ont eux-mêmes reconnu que le stress post-traumatique de la plaignante était indéniable. Et malgré ça, Harry Potter bénéficie d'un non-lieu. Ça commence à se voir que vous vous foutez de notre gueule. Comment de telles blessures pourraient résulter d'un rapport consenti? Mais vous croyez quoi, putain? Qu'il y a une seule meuf au monde qui, en revenant d'un date, a appelé sa pote en disant « J'ai passé une soirée géniale. Ouais, j'ai des lésions anales et vaginales. Et en plus, je boite. C'est tellement romantique. » Et venez pas me parler de pratiques comme le BDSM, parce que dans ce genre de truc, le consentement est central. Alors, à ce sujet, mon rêve, c'est d'ouvrir un donjon dans le 16e et de l'appeler Humili in Paris. Voilà. Ça devrait faire plaisir à Pierre-Emmanuel Barré. Avant l'émission, il me disait je suis allé dans un bar qui s'appelait Le Slave. C'est bizarre, il n'y avait pas un seul russe, que des mecs en cuir avec des chaînes. Bref, Donald Trump. Alors, quel rapport avec le sujet précédent, direz-vous? On continue à parler trop de balles. Alors, le mec, il fait dinguerie sur dinguerie. La dernière en date, ses projets de nettoyer Gaza. On parle de déporter près de 2 millions de personnes, quand même. Virer autant d'Arabes d'un territoire qu'en Retailleau, il a entendu ça. Direct, il s'est remis à bander. 10 ans que ça lui était plus arrivé à Bruno. La dernière fois, c'est quand il a visité une morgue. Parlons aussi de toutes les mesures transphobes prises par Trump, félicitées par l'autrice de Harry Potter, J.K. Rowling. Mais quelle connasse, celle-là aussi. Non mais, la meuf, elle devient riche parce qu'elle fait sortir un gamin d'un placard et elle force tous les autres à y rester. Alors, parmi les autres... Parmi les autres trucs ouf qu'a fait Donald Trump, il y a aussi eu la proposition de fusionner le Canada avec les États-Unis après la démission de Trudeau. Trump, c'est vraiment le type qui, dès qu'il apprend la mort de son voisin, va voir sa veuve pour proposer de la sauter. Moins grave, mais tout de même très très con, Donald Trump, il a fait installer dans le bureau ovale un bouton pour pouvoir commander du Coca Light à volonté. Il en boit plus d'une douzaine par jour, à ce qui paraît. C'est une super idée d'attentat. Quelqu'un se dévoue pour lui offrir un Mentos et avec un peu de chance, paf, il explose direct. Alors, il a quand même des éclairs de lucidité, Trump.
Trump, hein, puisqu'il a déclaré au sujet de Macron, tout ce qu'il touche, il le transforme en merde. Alors c'est pas faux. C'est pas faux, même si quand Macron a serré la main de Bayrou, on n'a pas vu la différence. Bon. Et comme si Trump était pas assez dangereux, il a été rejoint par Elon Musk. On a donc une sorte de génie mégalo qui bosse avec un abruti fini, on dirait Minus et Cortex. Qu'est-ce qu'on fait ce soir, Elon? La même chose que chaque soir, Donald. Baiser des actrices porno? Mais non, tenter de conquérir le monde. Non. Alors, il faut savoir qu'Elon Musk, il est surtout très, très drogué. D'accord? Dans une interview, il a déclaré que consommer de la kétamine était bon pour le business. Alors, on va pas se mentir, ça reste à prouver, sinon la première fortune de France, ce serait pas Bernard Arnault, mais Aymeric Lompré. Bon. Et bien sûr, il y a eu cette histoire de salut nazi. Alors non, pardon, c'était pas un salut nazi, c'était un salut romain. Et c'est vrai que c'était le genre de salut qu'on pouvait voir à Rome, du temps de Mussolini. Il y a des gens qui disent que s'il a fait un salut nazi, c'est parce qu'il est autiste. C'est quoi le rapport entre les autistes et les nazis, à part le fait d'aimer les trains? Bon. Allez, on se fout des ricains, mais on n'est pas beaucoup mieux en Europe avec le retour en force du fascisme. Franchement, ça fout la trouille. Moi, j'ai pas eu aussi peur depuis mon dernier test de grossesse. Orban en Hongrie, Meloni en Italie, soi-disant en guerre contre les islamistes, alors qu'ils ont les mêmes projets, s'attaquer aux droits des femmes et des LGBT. Également sur fond de religion, ils parlent des racines chrétiennes de l'Europe. Racines chrétiennes de l'Europe, faut le dire vite. Hein. Je rappelle qu'à la base, l'Europe, elle était polythéiste. C'est marrant de se dire que l'extrême droite défend une religion imposée venue du Moyen-Orient. Alors, il y a également The Wever en Belgique, l'AFD en Allemagne, le FPO en Autriche, beaucoup d'acronymes, il y en a un seul qui suffit, SDP, arrivé au pouvoir grâce aux libéraux ou aux conservateurs qui ont docilement collaboré. En France, c'est pareil. Macron, il lèche tellement le cul de Le Pen que son anus à Marine, il a perdu 2 teintes. Ouais. L'extrême droite, elle a tué la démocratie et la droite, elle viole son cadavre. Voilà, les amis. On y est. Moins de 100 ans plus tard, No Passaran, Bella Ciao, le vol noir des corbeaux sur la plaine. Mais les premiers ennemis qu'il nous faudra combattre, ce sont le désespoir et l'apathie. Alors si vous avez peur, résistez. Si vous avez mal, résistez. Si vous vous sentez impuissant, résistez. Furieusement, joyeusement, même à la plus petite échelle, résistez. La nuit sera longue, mais on se réveillera dans un monde un peu plus juste et un peu plus libre. On prendra peut-être des coups, mais après, on en boira plein, on en tirera quelques-uns. Et nous, les humoristes, qu'est-ce qu'on compte faire, me demanderez-vous? Nous, on a des blagues et on n'a pas peur de s'en servir. Merci beaucoup. Merci Florence Mendes. On se retrouve en spectacle chaque mardi à Paris, en février à Lyon, en mars à Houille et en mai à Toulon. Et on peut toujours retrouver ton formidable roman qui s'appelle Accident de personne. Voilà, ça c'est de la bonne publicité parce qu'on est sincère, on dit ce qu'on aime bien et en plus ça nous rapporte rien. C'est le moment de faire parfaitement l'inverse puisque c'est le moment de la publicité imposée. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière, avec Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, Florence Mendes qui est restée avec nous et notre invité du jour, le journaliste d'investigation Fabrice Arfi. On va continuer bien sûr jusqu'à 20h à parler de l'affaire Sarkozy-Kadhafi, mais avant, je voulais vous parler de quelque chose de beaucoup plus grave que ça qui s'est passé cette semaine en France. Il y a un Arabe qui a fait une chronique à la télévision. La France a peur. Arrêtez! Personne n'a craqué! Désolé de vous l'annoncer comme ça, c'est effrayant. C'est effrayant, c'était dans l'émission C'est à vous d'Anne-Elisabeth Lemoine. L'individu en question s'appelle Merwan Ben Lazar. Il est humoriste et il est arabe. Alors j'ai fait comme toi, Fabrice Arfi, j'ai enquêté, j'ai croisé les sources, et il est arabe. Il est arabe, il n'y a rien à faire, il est arabe. En plus, il a une barbe, comme souvent les Arabes méchants. Parce que les Blancs avec une barbe, ça va. Et le Père Noël, l'abbé Pierre... Non, mauvais exemple, mauvais exemple. Michel Fourniret, non, mauvais exemple. Voilà, vous chipotez pas. Voilà. Donc là, Merwan Ben Lazar, non seulement il avait une barbe, mais en plus, il avait un bonnet, petit couvre-chef, comme souvent les Arabes méchants. Les Blancs avec un couvre-chef, ça va. Père Noël, l'abbé Pierre... Non, allez, vous êtes chiants, allez. Mais heureusement, les lanceurs d'alerte veillent dans ce pays, notamment l'avocate Lara Fatimi sur Europe 1, chez le Julian Assange des PMU, Pascal Praud. Pourquoi cette séquence-là est particulièrement choquante? Parce qu'on a franchi une étape et c'est ça qu'il faut dénoncer. On a franchi une étape, dites-vous, non pas tant par ce qui s'est dit,
mais par la manière dont il est vêtu ce jour-là à l'antenne, c'est ça? Absolument, parce que le contenu de son sketch, en réalité, c'est pas le sujet. On s'en fout, on en a rien à foutre. Ce qui compte, c'est sa tête et ses habits. C'est comme ça qu'on juge quelqu'un. Regardez Emmerich, qui a déjà écouté une seule de ses chroniques? Personne, parce qu'on en a rien à foutre. Mais regardez sa dégaine, ses cheveux disent quoi? Ils disent je suis riche, et son pull dit j'ai la flemme de faire une lessive. C'est du langage non verbal et c'est ça qui est important. Et ça sur CNews, ils l'ont bien pigé. Qu'est-ce qu'ils en pensent de Merwan Benlazar? Non pas venu d'une autre contrée, mais semblant tout droit sorti d'un autre siècle, comme on peut le voir. Peut-être un voyageur temporel du 7e siècle bédouin, vêtu dans le plus pur style du désert d'Arabie de l'époque. Mais bien évidemment, les bédouins avec leurs petits bonnets de chez Zara, les fashion bédouins, les bédouins, dès qu'ils pouvaient passer à Uniqlo, les bédouins, ils le faisaient. Ça, ils mettaient des plombes dans le désert, ils faisaient des détours. Allez, qu'est-ce qu'en pense Elisabeth Lévy de Merwan Benlazar? C'est un salafiste bon temps, un influenceur d'Allah. Un influenceur d'Allah, il fait des partenariats, Merwan, on le connaît bien, nous. Salut la commu. Des réductions sur les Corans avec le code promo de Djellaba 75. C'est ça qui est en train de se passer sous nos yeux, c'est terrible. Par cette séquence sur C'est à vous, une étape importante de la conquête islamiste a été franchie. La mécanique et ses rouages se répètent. Provocation, victimisation, ciblage. Le tiercé dans l'ordre, bien évidemment. C'est la technique bien connue des féministes, ça. Hein. Mettre des mini-jupes pour ensuite se plaindre. On m'embête. On connaît, on apprend ça à décrypter, notamment à l'école de journalisme Catherine Deneuve de Neuilly. C'est une mécanique. C'est une mécanique bien huilée, vous l'avez rappelé. Victimisation, nous sommes en plein dedans. Il se défend désormais en expliquant que on l'attaque parce qu'il porte un bonnet et une barbe. Alors que pas du tout. On l'attaque parce qu'il porte un bonnet et une barbe, mais sur une tête d'arabe, c'est ça. Sinon, c'est un hipster, on en a rien à foutre, ou un auditeur de Radio Nova, on appelle ça dans le langage commun. D'ailleurs, c'est pas du tout la même barbe. La barbe qu'arbore ce monsieur, c'est la barbe de ce qu'on appelle les salaf saleh, c'est-à-dire les compagnons du prophète. C'est pour ça qu'elle est finement rasée. Donc évidemment qu'il y a... Elle n'est pas finement rasée, là. Hein, mais par rapport à d'autres... Donc, là, elle est plutôt... Par rapport aux hipsters, elle est bien moins épaisse. Et oui, c'est News premier sur l'analyse de poils, là, bien évidemment. Poils de cul de salafistes et de hipsters, ça n'a rien à voir. Ça, c'est du journalisme total, les amis. C'est la méthode Pascal Pro. Et Pascal, il sait par qui est produite l'émission de C'est à vous. Mathieu Pigas, qui est un des actionnaires de Media One, et c'est Media One qui produit cette émission pour le service public, a soutenu... Il a soutenu Merwan Benlazar sur les réseaux sociaux. Mathieu Pigas, de son vrai nom, Ben Youssef Pigas, le petit prince du désert, le propriétaire de Radio Nova. Hein, personne n'en parle. Voilà. Mais rassurez-vous, la directrice des programmes de France Télévisions, Rachida Dati, a annoncé au Sénat que Merwan ne reviendrait plus sur France Télé. Elle en a profité pour rappeler l'indépendance des médias en France. On a bien rigolé. Allez, comme disait le prophète, rigolade Akbar. Merci, Guillaume. Je suis en train de regarder ta barbe. Mais elle n'est pas du tout salafiste. Fabrice, en ce moment même, vous le rappeliez, tu le rappelais au début de l'émission, le procès de Nicolas Sarkozy et de financement de sa campagne de 2007, donc la Libye, a lieu depuis à peu près un mois. Est-ce que c'est genre un peu ta Coupe du Monde à toi? Est-ce qu'on est en 98? Non, moi j'avoue que j'en ai un peu marre de cette affaire, en vrai, depuis 14 ans. Voilà, bon. Et en même temps, c'est assez dingue ce qui se passe dans l'enceinte du tribunal de Paris. Toi, tu vas tous les J'y vais à chaque audience avec Karl Lasquet et on se relaie un jour sur deux pour écrire nos chroniques. C'est un peu dingue parce que d'abord, je crois très sincèrement que c'est très largement sous-médiatisé par rapport à l'ampleur de ce qui est raconté tous les jours. Il faut quand même réaliser qu'il n'y a pas une télé qui vient à l'audience. Hein. Sérieux? Ouais, je rigole pas. Il n'y a pas de télé qui suit en permanence le procès. Vous verrez pas de chronique aux 20h sur ce qui s'y joue. Et pourtant, il y a une espèce de passion citoyenne pour cette histoire. Comment j'arrive un peu à le mesurer? C'est que d'abord, les bancs du public sont saturés. C'est plein à craquer. Mais quand je dis plein à craquer, c'est plein à craquer. Les gens font la queue pour venir à l'audience. Et aussi le succès, alors c'est pas pour parler de nous, mais le succès de notre film, personne n'y comprend rien, montre qu'en réalité, c'est pas compliqué de raconter cette histoire si tant est qu'on donne juste les bons outils aux gens pour comprendre de quoi on parle. Et c'est vrai que les bancs du public sont beaucoup remplis de personnes qui ont vu le film, comme si maintenant qu'ils avaient le manuel pour capter cette histoire, en fait ils viennent voir la suite de la série en direct au tribunal de Paris. Mais
complexité de l'affaire, parce que c'est vrai qu'elle est complexe, selon toi, ça explique la sous-médiatisation justement de toute cette affaire, ou tu as une autre version? Non, parce que notre métier, vraiment, c'est de rendre accessible ce qui est compliqué. On arrive à faire des éditions spéciales sur des OQTF. C'est très compliqué, une OQTF. Le droit administratif des étrangers, c'est très, très, très compliqué. Et ça n'empêche personne de faire venir des juristes, d'expliquer, etc. En fait, pour moi, c'est vraiment la démonstration chimiquement pure du drame médiatique autour de la question de la corruption. Ce que je veux dire par là, c'est que la corruption, précisément, c'est la rencontre du pouvoir et des gens puissants, du pouvoir et de l'argent. Donc évidemment, les mises en cause dans ces dossiers, ce sont des gens qui ont des réseaux, ce sont des gens qui ont de l'influence médiatique, politique, financière. Pourquoi je dis ça? Parce que quand ils sont mis en cause, les mêmes qui dénoncent le tribunal médiatique vont dans les médias pour faire le procès de la justice et dire que dans ces affaires, le problème, ce sont les juges et les policiers. Il faut quand même imaginer que dans cette affaire des financements libyens et dans l'affaire Paul Bismuth, pour laquelle Nicolas Sarkozy a été condamné définitivement pour corruption, l'ancien président de la République a comparé la police française à la Stasi. La police anticorruption à la Stasi, en 2014, dans les colonnes du Figaro. C'était une très bonne police, on peut le dire, en termes d'efficacité pure, je veux dire. C'est peut-être un compliment. Donc ce que je veux dire par là, c'est que... En fait, c'est pas Stasi qu'on dit. Il y a peut-être un lien. C'est qu'ils arrivent à imposer un récit médiatique de sorte que, en fait, ils arrivent à créer des rideaux de fumée pour que précisément personne n'y comprenne rien dans cette affaire. Mais c'est pas vrai. En fait, c'est assez simple quand on raconte l'histoire posément. Dans cette affaire, Sarkozy, quand il a été mis en examen en 2018, la première fois, il est allé 27 minutes aux 20h de TF1. Quand il a été remis en examen en 2020 pour association de malfaiteurs, il est allé 45 minutes sur BFM. Mais je ne crois pas que TF1 et BFM aient consacré 27 minutes là et 45 minutes ici, simplement pour expliquer ce qui lui est reproché. Moi, j'ai pas de problème à ce que Nicolas Sarkozy se défende, et évidemment, il est présumé innocent et c'est normal. Mais justement, quelle est son attitude au procès? Est-ce qu'il fait autant le malin qu'à la télé? Alors non, au procès, il fait exactement ce qu'il fait à la télé. C'est-à-dire que c'est très impressionnant à voir. Alors, on ne peut pas lui enlever qu'il a une énergie, il se défend comme un lion, il est hypermnésique, il donne l'impression parfois de... il répond pas aux questions, en fait, il plaide à chaque fois, et comme s'il était devant une cour d'assises ou aux 20h. Parce qu'il faut rappeler quand même que Nicolas Sarkozy, il a une formation d'avocat. Il est avocat, il est encore aujourd'hui avocat, et donc il est, facialement très impressionnant. Mais en réalité, si on regarde le haut du corps, c'est très impressionnant. Si on regarde le bas du corps... parce que le pupitre arrive là. Donc, c'est pas ce que je veux dire. Pas le physique, Fabrice, enfin. Ouais, pas le physique, Fabrice, merde. Et si on regarde le bas du corps, en réalité, métaphoriquement, il marche sur un fil dans cette histoire. C'est si vrai... Quoi? Métaphoriquement. Métaphoriquement. C'est je me disais pas cool. Sinon il y aurait des télés. C'est si vrai que au fil des audiences, c'est quand même spectaculaire ce qui se passe, c'est qu'il a lâché, mais même, pardon de l'expression, jeté sous le bus ses deux plus proches collaborateurs, Guéant et Hortefeux, donc son meilleur ami depuis qu'ils ont 18 ans, et le gars, et la personne, Claude Guéant, qui a été son directeur de cabinet et son secrétaire général de l'Élysée, c'est-à-dire son plus proche collaborateur depuis 10 ans, en disant ils ont commis des erreurs, mais moi je suis pas au courant, c'est pas moi. Voilà, c'est quand même ça qui est en train de se passer. On parle d'un ancien président de la République. On va revenir à tout ça, bien évidemment. Avant cela, on va faire une petite pause musicale, Juliette, en lien avec le thème de l'émission. Donc j'imagine qu'on va écouter le titre du chanteur Voyou. Eh ben, on aurait pu, mais on va pas. Pour des raisons de cohérence, voilà donc Doc Gynéco. Mais Doc Gynéco, avant qu'on connaisse ses options politiques, clin d'œil, et vous savez, c'était le Doc Gynéco qui dissertait sur le passement de jambes. C'était passement de jambes, bien sûr, Doc Gynéco, évidemment. Vous écoutez Radio Nova. C'est la dernière avec Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Aymeric Lompré et notre invité, le journaliste d'investigation de Mediapart, Fabrice Arfi. On parle de l'affaire Sarkozy-Kadhafi et nous a rejoint sur le plateau du Théâtre L'Européen à Paris notre docteur en neurosciences qui connaît donc les mystères du cerveau. Donc s'il y a des auditeurs de Sud Radio qui se sont un petit peu perdus sur Nova, mouillez-vous quand même un tout petit peu la nuque et restez avec nous. C'est Sama Karaki. Merci Guillaume et bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un biais psychologique qui s'appelle l'erreur fondamentale d'attribution. Alors c'est quoi ?
Quand on cherche à comprendre le comportement d'une personne dans une situation donnée, on a tendance à accorder plus d'importance aux traits de personnalité de cette personne, à son caractère, au détriment des facteurs externes, au contexte qui échappe à son contrôle, qui la pousse à avoir ce comportement. Par exemple, si quelqu'un vous bouscule dans la rue, votre première réaction sera de vous dire que c'est une personne de nature irrespectueuse. Mais si vous connaissez le contexte de son acte, vous vous rendez compte qu'il le fait cette fois-là seulement parce qu'il va rater son bus, celui qu'il doit prendre pour aller voir sa mère sur son lit d'hôpital. Un autre exemple. Une personne frappe sa poitrine avec la main droite, puis tend son bras et sa main devant lui, la paume ouverte vers le bas, et effectue ce geste à 2 reprises. L'erreur fondamentale d'attribution va pousser certains à dire « c'est un geste maladroit d'un homme autiste perturbé par la foule ». Mais si on cherche le contexte, on va comprendre que ce patron de SpaceX a multiplié les dernières semaines avant ce geste les déclarations de soutien à des formations européennes d'extrême droite comme le parti néo-nazi allemand AfD, la première ministre italienne Giorgia Meloni ou encore le parti anti-immigration britannique Reform UK. Alors on pourrait interpréter son geste comme un salut nazi. En gros, pour échapper à l'erreur fondamentale d'attribution, on ne doit pas juger d'un acte sans connaître le contexte dans lequel il est effectué. Les sociologues s'intéressent bien sûr à ces contextes dans lesquels, par exemple, les jeunes commettent des délits de délinquance. Ils ont montré que dans certains quartiers de marge, les crimes sont permanents, indépendamment des populations qui y vivent. Autrement dit, les jeunes ne sont pas délinquants par nature, dans leur caractère, mais certains quartiers les poussent au crime. Comment ? Un quartier peut pousser au crime en étant par exemple ségrégué, dégradé, isolé ou stigmatisé. Alors si on veut penser la justice d'une manière qui prend ces contextes en compte, on ne va pas chercher à punir les délinquants, mais à imaginer des alternatives pour protéger la société. Cette remise en question du système pénal est profondément ancrée dans la lutte contre la répression et la brutalité institutionnelle. Alors, j'entends Nicolas Sarkozy en novembre 2020 dire « Je ne suis pas un pourri ». Et ce qui m'est affligé est un scandale qui finira dans les annales. Je me dis, vous n'avez pas pensé à ça. Mais ça se trouve, Nicolas Sarkozy est pour la réforme du système pénal. Ça se trouve, il a un poster de Angela Davis chez lui. Et il va à la signature du dernier livre de Geoffroy de la Gannerie, Au-delà du principe de la répression, déguisé en hipster, bonnet et barbe, on aurait dit Merwan Benlazar. Mais non. Non, impossible, parce que Sarkozy croit en fait le contraire. Il croit que la délinquance est un trait présent d'une manière immuable et fixe chez certains jeunes. Nicolas Sarkozy fait voter en 2007 la loi relative à la prévention de la délinquance. Ce dernier texte insiste sur la détection des troubles du comportement dès le plus jeune âge. Cette mesure appuie sa politique sécuritaire et discriminatoire vis-à-vis des jeunes de banlieue qui ne filent pas droit. Donc la délinquance pour Sarkozy est une maladie qui a des symptômes et non le résultat des espaces dans lesquels les jeunes évoluent. Alors quand il dit « je ne suis pas un pourri », moi je ne veux pas tomber dans l'erreur fondamentale d'attribution. Je veux comprendre le contexte de ses comportements à lui. Ça se trouve aussi, ce sont les quartiers dans lesquels il a évolué qui ont facilité son trafic d'influence. Mais je ne trouve pas d'études sociologiques qui montrent que le 17e arrondissement soit ségrégué, dégradé, isolé ou stigmatisé. Alors, j'observe autre chose. J'observe ces anciens présidents et premiers ministres épinglés par la justice. Jacques Chirac, François Fillon, Édith Cresson, Alain Juppé. Et je me demande, quel est l'espace partagé par ces personnes, si ce n'est que l'espace politique ? Est-ce que la puissance qu'octroie cet espace facilite la corruption ? Et là, un neuroscientifique de l'université McMaster au Canada a placé des têtes de puissants et des moins puissants sous une machine de stimulation magnétique transcrânienne. Il a découvert que le pouvoir altère certains processus neuronaux. Avant et après lui, des décennies de recherche montrent que ceux qui sont au sommet se comportent comme s'ils avaient subi un traumatisme crânien, devenant plus impulsifs, moins conscients des risques et surtout moins aptes à voir les choses du point de vue des autres. Dans ces études, les participants n'avaient pas le pouvoir par nature, c'étaient des élèves placés en situation de pouvoir, parfois seulement pour quelques heures. C'est la position de pouvoir qui modifiait leurs circuits neuronaux et leur comportement, et non un trait de caractère corrompu et déviant. C'est comme si occuper une position de pouvoir donne aux individus l'impression d'être au-delà de ce qui s'applique aux autres. Donc la question qui m'intéresse, ce n'est pas de savoir si Nicolas Sarkozy est une personne pourrie, qu'il soit condamné ou pas.
c'est de ne pas de médicaliser les décisions de Donald Trump, ni d'attribuer le geste d'Elon Musk au fait qu'il soit hypersensible aux foules. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment les espaces politiques, quand ils concentrent les pouvoirs, rendent la déviance et la corruption des puissants fréquentes et surtout possibles. Merci. Sama Karaki, c'est clinique. Merci Sama. On te retrouve prochainement ici, bien évidemment. Je conseille tous tes livres. D'ailleurs, Le talent est une fiction et tu es une spécialiste aussi de l'empathie. C'est pour ça que je voulais demander à Fabrice Arfi, qui est toujours avec nous, qui travaille sur l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Est-ce que tu as de l'empathie pour Nicolas Sarkozy à force de le voir à l'œuvre, d'étudier ses discours? L'empathie, c'est quoi? L'empathie, c'est quoi, Sama? Non. C'est un journaliste. Voilà. C'est pour ça que je demandais à Sama, par exemple. Alors, je vais peut-être surprendre, mais depuis vendredi, Nicolas Sarkozy a un bracelet électronique. C'est une peine de détention, de surveillance à domicile, comme on dit. Donc, ça veut dire qu'il va arriver au tribunal lundi avec son bracelet à la cheville. Et ben, ça veut dire qu'il va... Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir, je le parie, une foule de caméras qui vont être devant le tribunal pour pouvoir filmer sa cheville. Et ça, alors là, je trouve ça très très malsain. Il y a un côté là qui va être, même dans la salle d'audience, je prends les paris, que les gens vont regarder un peu comme ça quand on s'assoit, le pantalon remonte, on va voir ou pas le bracelet. Et là, je trouve qu'il y a un côté un peu zoo qui va se mettre en branle, qui moi vraiment, oui, en termes d'empathie, me déplaît. Après, pour le reste, par rapport à ce qui vient d'être raconté dans la chronique. Enfin, quand on est en France, il faut quand même réaliser qu'on est les citoyennes et les citoyens d'un pays qui a eu un président Chirac condamné pour des atteintes à la probité, son premier ministre Juppé condamné pour des atteintes à la probité, le successeur de Chirac, Sarkozy, condamné pour des atteintes à la probité, et le premier ministre de celui-ci, Fillon, condamné pour des atteintes à la probité. Et pourtant, moi, quand je suis invité parfois dans des émissions, alors pas ici, mais dans des médias, quand il y a des condamnations, on me dit, est-ce qu'il faut supprimer le parquet national financier? Et on se dit, là, on est chez les fous. C'est-à-dire que quand on saisit dans une affaire de narcotrafic 200 kilos de cocaïne, il n'y a pas un débat à la télé pour savoir s'il faut supprimer la brigade des stupes. Et bien pourtant, c'est ce qui se passe avec la corruption. Et ça nous raconte quelque chose d'un biais collectif. Merci beaucoup, merci Fabrice et merci Sama encore d'avoir été avec nous, Sama Karaki. Fabrice, tu restes avec nous. On va abandonner toute idée d'empathie, mais on va rester sur les mots qui nous trompent, car c'est la publicité. Vous écoutez toujours Radio Nova, c'est la dernière avec Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Aymeric Lompré et notre invité Fabrice Arfi de Mediapart. Ça va toujours, Fabrice? Ça va très bien. Ça va très bien. Avant de continuer à parler corruption, c'est l'heure de celui qui vient d'être nommé meilleur chroniqueur de France, mais dans un pays où Sophia Aram a le Molière de l'humour. Donc, comme disait Einstein, c'est un petit peu relatif cette histoire. C'est Pierre-Emmanuel Barré. Merci. Effectivement, c'est mérité. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé depuis le début de l'émission, mais cette semaine, à Lille, se tenait la première cérémonie des Augustes qui récompense les meilleurs humoristes. Et devinez, c'est qui a été désigné meilleur chroniqueur? C'est toi. Eh oui, maintenant je m'en souviens. Je m'en souviens, je vous en ai parlé plein de fois. Regardez mon beau trophée. C'est un lapin doré. Hein, c'est Guillaume, Aymeric. Je vous ai pas vu là-bas. Je pensais vous croiser, mais dis donc, non, vous n'étiez même pas nommé. Vous savez quoi? Quand je vois cet Auguste, je me dis, si on se lève tôt, qu'on travaille dur, qu'on persévère, qu'on croit en ses rêves, on peut y arriver. Bon, c'est bien aussi quand la présidente du jury, c'est une bonne copine, mais c'est un détail. Cette victoire, c'est aussi grâce à cette émission. Alors j'ai envie de la partager avec vous, c'est la moindre des choses. Donc en tant que meilleur chroniqueur de France, j'aimerais vous donner un précieux conseil, un petit tip pour améliorer vos chroniques, cessez d'en faire. Ah bah dis donc, ce serait pas devenu un gros connard celui-là depuis qu'il a gagné un prix? Eh oui, complètement, c'est vrai, mais prenons les faits. Sardou, il a 5 victoires de la musique. Houellebecq, il a un prix Goncourt, un prix Interallié. Deneuve, elle a 2 Césars. Bolloré, il est commandeur de la Légion d'honneur. Arthur, il est officier des arts et des lettres. Moi, j'ai un Auguste. Et Agnès Pannier-Runacher, elle a eu la fève à la cantine.
Il semblerait qu'avoir la perspicacité d'un balai à chiottes, ça n'empêche pas d'obtenir des récompenses. C'est même à se demander si c'est pas un prérequis. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Si t'es contre les récompenses, pourquoi t'as pas fait comme Jean-Paul Sartre, Pierre et Marie Curie ou Georges Brassens qui ont refusé la Légion d'honneur? Eh bien parce que je me demande si j'aurais pas eu l'air encore plus con. Autant un communiqué de presse qui dit le philosophe Jean-Paul Sartre refuse la Légion d'honneur remise par le général de Gaulle, ça peut créer un débat de société. Autant le chroniqueur Pierre-Emmanuel Barré refuse un lapin doré remis par Sébastien Toen. Je suis pas sûr qu'on en parle encore dans 70 ans. Ça fait même pas une semaine que j'ai le trophée, ma femme m'a déjà dit 3 fois, tu nous casses les couilles avec ton plug anal en or. Ferme ta gueule et va acheter des couches au Super U. Pas certain que Simone de Beauvoir parlait comme ça à Jean-Paul Sartre. Après, avec ses gros yeux qui louchent, il pouvait pas faire les courses, hein, Jean-Paul. Tu lui demandes des couches, il revient avec du beurre. Si ça se trouve, d'ailleurs, la Légion d'honneur, il la voulait à la base. Hein. Juste, il s'est trompé de bâtiment. Il est arrivé, il a dit « Bonjour, mon général ». Et De Gaulle, il a répondu « Bon de vous, en tête ton père, t'es un rétortinois. » Oh, ça va. Ça va, c'était en 45, on avait droit aux accents. C'est pas du racisme. Hein, c'est une reconstitution historique que je suis en train de faire. Et encore, on l'a échappé belle, parce que juste à côté, il y avait un restaurant sénégalais. Et puis au moins, grâce à ça, c'est sûr, l'année prochaine, j'aurai pas le prix du meilleur chroniqueur. Sauf si c'est Emmerich qui préside le jury. C'est quand même bizarre, ce besoin qu'on a, quel que soit le domaine, de désigner le meilleur. Parce qu'en faisant ça, tu fais pas que dire au meilleur que c'est le meilleur. Tu dis à tous les autres qu'ils ne le sont pas. C'est hyper méchant comme démarche. On est là, ouais, la compétition, ça pousse les gens à se dépasser, à donner le meilleur d'eux-mêmes, alors qu'en fait, non. Hein, la compétition, ça pousse ceux qui veulent gagner à marcher sur la gueule des autres et ceux qui n'ont pas gagné à déprimer. Et en plus, tu sens qu'on y prend un certain plaisir. Hein, au César, au Molière, le Réal, il pourrait filmer que le vainqueur, mais non! Il laisse les gros plans sur les 3 losers qui doivent faire semblant de ne pas être dégoûtés. Ils applaudissent poliment, comme ça, avec un petit sourire crispé. Non, mais c'est mérité, c'est mérité, c'est mérité. Alors que tu sais très bien qu'au fond d'eux, ils sont là, bande de bâtards. Moi aussi, avec 6 heures de maquillage et 17 prothèses, je ressemble à Charles Aznavour. Et on fait ça pour tout, on peut pas s'en empêcher. Hein. Meilleur élève, meilleur pâtissier, meilleur agent immobilier, meilleur apprenti, meilleur entrepreneur, meilleur sportif. Il y a même le concours de la meilleure grand-mère, quoi. Mais t'imagines? Qu'est-ce qu'ils doivent penser, les petits-enfants de celles qui n'ont pas gagné? Mamie, t'es vraiment qu'une merde. La prochaine fois, on t'inscrit au concours de la plus grosse des putes, là, qu'au moins t'es sûr de gagner. Tu pourras raconter quand t'as sucé Jean-Paul Sartre. Alors, si ça peut réconforter les perdants, j'ai dressé une petite liste des meilleurs en France. Le meilleur en politique, c'est le président. Le meilleur en argent, c'est Bernard Arnault. Le meilleur en humanitaire, c'est l'abbé Pierre. En fait, les meilleurs, c'est les pires. Ah, mais j'en ai rien à foutre parce que c'est moi le meilleur. Alors niquez-vous, les losers. Merci de m'avoir écouté. Pierre-Emmanuel Barré, qu'on retrouve en podcast sur toutes les applis. En tournée un petit peu partout en France si vous voulez voir son trophée en vrai. Oui, je l'ai toujours avec moi. C'est un trophée particulièrement dégueulasse. Tu seras même au Bataclan en décembre. On est toujours avec Fabrice Arfi, journaliste d'investigation de Mediapart. On parle de l'affaire Kadhafi-Sarkozy avec tous ces acteurs absolument incroyables. On va revenir sur Takieddine parce qu'il y a un retournement de situation. C'est une pièce de théâtre. Donc Takieddine avoue puis se désavoue. Est-ce que tu peux nous expliquer le rôle de BFM TV dans ce désaveu de lui-même? Pas que de BFM. Oui, Takieddine, qui a été pendant des années l'un des principaux accusateurs de Nicolas Sarkozy, mais évidemment, contrairement à la légende sarkozyste autour de cette histoire, le dossier ne repose pas sur les déclarations de Ziad Takieddine, sinon le dossier n'irait pas bien loin. Mais fait extraordinaire, en novembre 2020, un mois après la mise en examen pour association de malfaiteurs de Nicolas Sarkozy. Alors, corrélation fait pas toujours causalité, mais édition spéciale sur BFM TV et 6 pages dans Paris Match, qui appartient au groupe Lagardère, au conseil de surveillance duquel se trouve un certain Nicolas S. Hey, Sarkozy. Comme c'est. Tu devrais être enquêteur, Émeric. Ziad Takieddine dit en fait non, c'est pas vrai. Il n'y a jamais eu de financement. Et c'est la deuxième partie de sa phrase parce que l'interview de Ziad Takieddine sur BFM dure
32 secondes, pas plus. La deuxième partie de la phrase est intéressante, c'est en fait ce sont les juges qui m'ont demandé de mentir pour accuser Nicolas Sarkozy. Et en fait tout ça a été mis en scène de manière hyper spectaculaire par BFM qui en fait donc une édition spéciale, qui a jamais fait d'édition spéciale pour quand il y avait des mises en examen ou des révélations sur le dossier, et qui a permis de dérouler ensuite une interview, la fameuse interview de 45 minutes de Nicolas Sarkozy, qui a dit « Je ne suis pas un pourri », d'ailleurs comme Nixon avait dit en plein Watergate, I'm not a crook, je suis pas un truand. Il y avait des espèces d'échos comme ça. C'est très bon d'être obligé de dire ça. Voilà, et en fait, il se trouve que ce qu'était la rétractation de Ziad Takieddine est devenu une nouvelle affaire judiciaire, qui est l'affaire de la fausse rétractation, puisqu'il a été découvert qu'il lui a été proposé 4 millions d'euros pour se rétracter. Et derrière cette fausse rétractation, il y a notamment une femme d'affaires qu'on dit être la reine des paparazzis, qui s'appelle Michel Marchand, qui est très proche à la fois du couple Sarkozy, mais aussi du couple Macron, Brigitte et... Tiens, les voilà, ceux-là. Voilà, et le président de la République, de sorte qu'aujourd'hui, il y a une enquête judiciaire parallèle au procès libyen pour subornation de témoins et association de malfaiteurs, dans laquelle est mise en examen Nicolas Sarkozy et Carla Bruni, son épouse, puisqu'il a été découvert qu'elle avait acquis un téléphone secret qui a permis des correspondances cachées entre le clan Mimi Marchand et le clan Nicolas Sarkozy en pleine opération de fausse rétractation. Alors évidemment, ils sont présumés innocents, mais c'est quand même l'un des plus beaux boomerangs. Ça, c'est le petit astérisque en bas de... Voilà, c'est toujours... on rappelle, bien sûr. Il y a un petit faisceau d'indices. Mais ils vont le perdre, le procès, là. Je sais pas. Voilà. Et donc, c'est quand même le plus grand boomerang de l'histoire judiciaire française. On va continuer à parler de tout ça. C'est passionnant parce que c'est des histoires. Ton métier est peuplé d'histoires de personnages que tu explores, que tu décris. Et c'est exactement ce qui passionne Juliette Arnaud, qu'on retrouve juste après son légendaire jingle. Et tu nous fais chier à lire, toi. C'est pas marqué dans les livres. C'est que nous fais chier à lire tout le temps. Plus important à vivre. Légal ! Juliette Arnaud. En avant les histoires. Fabrice Arfi, vous avez choisi de placer en exergue de votre récit, La Troisième Vie, l'histoire de votre enquête sur un potentiel espion roumain à Villeurbanne, une phrase de Gabriel Garcia Marquez. Cette phrase dit « Tout le monde a 3 vies, une vie publique, une vie privée et une vie secrète ». Tout le monde, y compris celles et ceux qui ne sont pas espions. Et je suppose que ces vies secrètes font le miel des psys. Je ne saurais trop vous engager, toutes et tous, à réfléchir à la vôtre de vie secrète, histoire de gagner du temps, quand il s'agit de retourner voir votre soignant, mais également de moins emmerder vos proches, qui ont une vie secrète, également, avec laquelle se débattre. Les femmes le font pas mal, elles ont autre chose à foutre que de se colter avec les vôtres, messieurs. Ceci posé dans le calme et la nuance... Ceci posé donc dans le calme et la nuance qui m'habite, si on observe la fiction par le prisme de la vie secrète, on tombe tout de suite sur un énorme continent, les super-héros. Les Batman, Superman, Spider-Man, Iron Man ne se trimballent pas en collant slip et cap pour aller acheter les couches de leurs femmes. À leurs proches, en général, ils dissimulent leurs avatars costumés et justiciers. C'est également valable pour la petite Françoise des romans pour enfants de Georges Chollet qui vit à Framboisie. La journée, elle est écolière avec ses copines, mais la nuit, elle poursuit les méchants, masqués, en adressant aux gros vilains ses salutations distinguées. Salutations signées Fantomette. De tout cela, on peut dire qu'ils ont choisi la vie secrète pour embrasser la quête du bien avec un grand B, parce que le mal avec un grand mal est partout, et aussi parce que la police, elle fait pas bien son travail. Bonjour, monsieur Retailleau. Mais en France, au 19e siècle, on a eu un pic, que dis-je, une péninsule de vie secrète qui, là, n'était pas exactement dictée par un choix. Dans ce moment de gloire du roman français, ont jailli 2 personnages absolument majeurs qui ont l'air totalement opposés, chacun à un bout de ce qu'on appelle la loi morale, en gros. D'un côté, il y a Jean Valjean, Les Misérables, Victor Hugo, du bon côté, la lumière de la bonté, et de l'autre côté, le trou noir infâme qu'est Vautrin chez Balzac, qu'on retrouve notamment dans Le Père Goriot. Sauf que ces deux-là, Valjean et Vautrin, ils ont un point commun majeur, ce sont 2 ex-bagnards issus du même bagne, celui de Toulon, 2 évadés, 2 qui vont en fait devoir cacher leur identité s'ils veulent mener une vie hors de cette flétrissure. Et on la connaît tous, l'histoire. Jean Valjean s'emploiera à la
Bonté, sous le patronyme du père Madeleine. Vautrin, ex-Trompe-la-Mort, ex-Jacques Collin, sera encore plus Nadia Comaneci. On va le retrouver prêtre catholique. Bon, en même temps, depuis l'abbé Pierre, il n'y a rien qui nous étonne. Et à la fin, il sera chef de la police. Et là, je dis rebonjour, monsieur Retailleau. La souplesse articulaire de Vautrin était patente, peut-être parce que c'est un gars qui n'est pas torturé par l'idée du bien avec un grand B et du mal avec un grand M. D'ailleurs, il l'exprime de la sorte. Savez-vous comment on fait son chemin ici ? Par l'éclat du génie ou par l'adresse de la corruption. Il faut entrer dans cette masse d'hommes comme un boulet de canon ou s'y glisser comme une peste. L'honnêteté ne sert à rien. Est-ce que c'est compris, monsieur Arfi ? Là où tout ça devient foufou, c'est que ces deux anciens forçats de fiction ont été inspirés par le même gars, bien réel celui-là, un certain Vidocq, ancien bagnard de Toulon, criminel en bande organisée, devenu infiltré, puis quoi ? Attention, chef de la police secrète pour de vrai, quasiment le flic le plus célèbre de l'histoire de France. Salutation distinguée, monsieur Retailleau. Eh oui, ça aussi c'est la France. C'est ça, être français, monsieur Bérou. Son histoire, sa culture, ses références. De mon côté, sera inscrit, s'il vous plaît, sur ma pierre tombale. On connaissait sa vie secrète, elle lisait des rêves en rêvassant à des conneries, mais comme disait sa mère, pendant ce temps-là, elle faisait pas le mal. Merci Juliette Arnaud, dans ses œuvres qu'on peut retrouver en podcast sur toutes les applications en vidéo. Comme vous pouvez retrouver l'excellente émission de Charline Roux qui s'appelle Le Score, qui parle de musique et qui, vous savez quoi, m'a invité. Et oui, je pense que je vais relancer les droits SACEM de Kyo, de Mano, de Laurie, de David Chervais. C'est une grande victoire pour la musique, parce que la musique et moi, on a parcouru le chemin. On a tenu la distance. Non. Allez, voilà, Guillaume, c'est pas maintenant. Attends d'être chez Charline Roux. Elle a fait une erreur, c'est pas à nous d'en subir les conséquences. Nous, on va plutôt écouter une chanteuse britannique d'origine somalienne. Elle s'appelle Hamza et elle se pose la question suivante. Who's loving you? Qui est-ce qui t'aime? En ce qui me concerne, la question, elle est vite répondue. C'est moi, Guillaume. C'est moi qui t'aime. C'était Who's Loving You de Hamza. Vous écoutez toujours Radio Nova, c'est la dernière. Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Aymeric Lomprey et notre invité Fabrice Arfi qui est toujours avec nous. Et c'est le moment de la séquence l'invité de l'invité. Chaque semaine, on demande aux invités d'inviter quelqu'un ou quelqu'une de leur choix. Et Fabrice, tu m'as dit sans hésiter, je viens avec Daniel Klein que je vous demande d'applaudir bien fort. Sois la bienvenue, Daniel. Sois la bienvenue avec nous. Si Fabrice t'a proposé, c'est que tu es partie civile au procès de Nicolas Sarkozy en tant que famille de victimes de l'attentat contre le fameux DC-10, le vol UTA 772, qui a donc explosé en 1989 au-dessus du désert du Ténéré, tuant sur le coup les 170 passagers et membres d'équipage. Déjà, merci d'être là avec nous. Ma première question, c'est pourquoi tu es partie civile dans ce dossier et quel est le lien entre Sarkozy et cet attentat ? Alors, d'abord, ce que je veux dire, c'est que mon frère était dans le DC-10. Ouais. Il y avait 170 personnes, 18 nationalités. C'est un attentat très important, enfin en termes de morts. En fait, ça a fait plus de morts même que le 13 novembre. Je suis un peu devenue une spécialiste. Pourquoi ? Parce que il faut savoir que les familles du DC-10, certaines en tout cas, elles ont créé, elles se sont beaucoup battues déjà, et elles ont créé en 99 l'AFVT, l'Association française des victimes de terrorisme. Pour moi, c'est important de le dire parce que, en fait, on a un peu ouvert la voie. Et ça veut dire aussi que je suis souvent partie civile au nom de la FVT. Je fais partie du bureau de cette association dans les procès de terrorisme. Tu es malheureusement habitué à ce genre de procès. Oui, voilà, c'est un choix, c'est comme ça. Donc, quand je dis que je suis un peu une spécialiste, c'est pas du tout pour me vanter. Mais ça veut dire surtout, ce que je veux dire, c'est que les procès, je connais, en fait. Je connais l'ambiance, la tension, tout ce qui s'y dit. Et là, c'est vrai que, franchement, jamais j'aurais cru devoir me porter, moi, personnellement partie civile dans un dossier de corruption. C'est pas mon truc, en fait, la corruption. Et là, ce qui est complètement dingue, et vraiment, oui, c'est dingue, comme disait Fabrice, c'est dingue. Eh bien, ce procès, il réunit la peste et le choléra.
pour moi. C'est-à-dire que d'un côté, on a la corruption et de l'autre côté, on a le terrorisme. Et on se rend compte qu'en fait, dans ce procès, les deux sont complètement liés. Ça va vraiment ensemble. Alors, faut rappeler pourquoi, parce que l'attentat, Fabrice, peut-être tu veux rebondir, mais l'attentat... Oui, en fait, c'est un attentat qui a été commis par le régime Kadhafi en 89 contre la France. La compagnie UTA est une compagnie française dont l'avion, le DC-10, reliait le Congo-Brazzaville à Paris, et ça a explosé au-dessus du désert du Ténéré au Niger. Et en fait, dans l'affaire Sarkozy-Kadhafi, qui est une affaire donc de corruption présumée, pour tout pacte de corruption, c'est la rencontre d'intérêts convergents, c'est-à-dire je te finance ta campagne et tes amis, en contrepartie de quoi quand tu seras au pouvoir, me donne un certain nombre de faveurs. L'accueil fastueux à Paris en décembre 2007, vente du nucléaire, un réacteur nucléaire à la Libye de Kadhafi, l'ancien État terroriste, mais aussi, et c'est la partie la plus irrationnelle de cette histoire, tenter de faire sauter le mandat d'arrêt du numéro 2 du régime, qui s'appelle Abdallah Senoussi, et qui a été condamné définitivement par la justice française à la réclusion criminelle à perpétuité, parce qu'il est l'organisateur de l'attentat. Or, qu'est-ce qu'on a découvert dans l'affaire Sarkozy-Kadhafi? Qu'à 3 mois d'intervalle en 2005, Claude Guéant, directeur de cabinet du ministre, puis Brice Hortefeux, ministre des collectivités territoriales françaises, se sont rendus à Tripoli et ont rencontré secrètement, dans le dos de l'ambassade, sans garde du corps, sans traducteur, sans diplomate, mais en la seule présence de l'agent de corruption présumé Ziad Takedine, Abdallah Senoussi, l'homme, le terroriste qui a causé la mort de 170 personnes, dont le frère de Jean-Pierre. Ça faisait partie dont le frère, de Daniel, Jean-Pierre. Qui s'appelait Jean-Pierre. C'était dans le deal. Toi, Daniel, ça t'a surprise quand tu as appris ça, ou alors tu es habitué, tu t'en doutais? Parce qu'il vous a un peu baladé aussi, les présidents de la République, en général, vous ont un peu baladé, Nicolas Sarkozy en particulier. Ça fait quand même très longtemps que ça dure. J'avoue que quand on a commencé à lire les premiers papiers de Mediapart, et je remercie encore une fois Mediapart. Abonnez-vous. Et Fabrice. Et j'ai pas de... Non mais c'est important. Non mais c'est vrai, Fabrice et Karl, c'est dingue, parce que sans eux, on n'en parlerait pas. Ouais. Enfin, pour moi, c'est évident. Ça veut dire que grâce à leur enquête, 2 ans après, c'est ça, la justice a décidé. Il y avait tellement de documents, il se passait tellement de choses que la justice française a dit, là, il faut quand même qu'on mette notre nez là-dedans. Bon, moi, je lisais déjà un peu Mediapart à l'époque, et vraiment, je suis tombée de l'armoire et j'appelais. Ma sœur, ma mère à l'époque, un peu mes copines qui sont concernées par le DC-10, on n'en revenait pas. Et quand la justice a décidé de judiciariser cette chose-là, en fait, on était en suspense permanent sur les avancées de l'enquête de Mediapart, qui continue à travailler. De la justice, on n'avait pas trop d'éléments, mais on sentait que le truc était en train de prendre une dimension incroyable. Donc notre travail, ça a été pour nous pour moi déjà, s'il y avait procès, j'en serais, ça c'était une évidence, et surtout de retrouver les familles du DC-10, parce qu'on était très très dispersés. L'attentat il a eu lieu en 89 et le procès en 99. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, et pour moi c'est pour nous tous, mais c'est vraiment hyper bouleversant, parce que on se retrouve avec des gens presque plus de la première génération du temps de l'attentat, mais de la deuxième, voire de la troisième génération. Sur les bancs des partis civils, il y a des jeunes femmes, et c'est très étonnant parce que c'est pratiquement que des femmes aussi, face à que des hommes. Bon, c'est comme ça. Des mères, des sœurs, des filles. Et il y a mes copines, il y en a certaines, elles n'ont aucun souvenir de l'attentat parce qu'elles avaient 4 ans. Ma nièce, elle avait 4 ans quand son père est mort. Et elles sont là aujourd'hui, et on fait un tour de garde pour qu'il y ait tout le temps des partis civils, des familles du DC-10 sur les bancs, et elles sont là et on est ensemble. Donc c'est un truc très très émouvant. Et puis il y a un truc qui nous traverse toutes, c'est notre histoire, vraiment. Ma nièce, elle l'apprend en fait, il y a plein de choses qu'elle apprend, mais aussi très vite on s'est dit tout ensemble, parce qu'on l'a entendu, on nous l'a dit beaucoup, il faut que vous y alliez pour nous aussi, parce que, et c'était une évidence quoi, on est des victimes de terroristes,
de terrorisme, on est ce qu'on appelle des endeuillés, mais on est aussi des citoyennes. Et ça, c'était très fort dans nos échanges. Et aussi, on l'a entendu beaucoup, en fait, autour de nous. À partir du moment où nos amis, nos relations, nos collègues commencent à mettre le nez là-dedans, on a l'impression qu'ils prennent conscience, peut-être un peu comme vous là, en ce moment, d'un truc de fou. Et ils nous disent, mais soyez notre voix, quoi. Alors ça nous plombe un peu, c'est un peu lourd, mais en même temps ça nous donne du courage, de la force, et il nous en a fallu beaucoup de la force parce qu'il y a eu un moment qui était dans la 3e semaine du procès où on a été invité à témoigner, ce qui n'avait jamais été le cas en fait. Et donc tu as témoigné à la barre, toi, personnellement? Bien sûr, oui, on a toutes témoigné. Il y a eu 11 personnes qui sont avancées devant la barre. Pardon, je plombe un peu l'ambiance. Non, mais c'est passionnant. Et terrible en même temps. Mais certaines avaient tout dans la tête, d'autres avaient écrit, d'autres avaient besoin d'être lues par nos avocats. Enfin voilà, on a toutes fait notre chemin par rapport à ça. Et en tout cas, toutes, on s'est avancé devant la barre. Ça a duré peut-être 1h30. Et on était, mais vraiment, à 1 mètre. Et ça, je pense qu'il y avait un petit souci quand même. De Nicolas Sarkozy, Hortefeux et Guéant. Et on a parlé, on n'a pas le droit de les regarder quand on témoigne, quand tout le monde dépose en fait dans un tribunal. Ce qu'il faut faire, c'est parler à la présidente et au tribunal. Mais on sentait tout, quoi. On sentait quand il nous regardait pas, on sentait quand il nous regardait. Nicolas Sarkozy était très très agité. Enfin, moi je l'ai trouvé. Il l'est toujours d'ailleurs. Ça, on n'est pas surpris. Ouais. Là, c'est pas un scoop pour le coup. Il l'est toujours. Ouais. Mais là, on sentait qu'il y avait une tension et certaines de ces femmes, de ces filles, ça les a dérangées. Et moi, au contraire, ça m'a donné une espèce. L'énergie, je l'avais avant, mais alors là, j'avais encore plus d'énergie et de temps en temps, j'avais quand même envie de le regarder. Et puis, je crois que j'étais la première à témoigner. Et tout de suite, ça, c'est un truc qu'il fait souvent. Tout de suite, il a voulu m'adresser la parole, en fait. Et la présidente lui a interdit de le faire. Je crois que tu lui as fait une balayette. Merde. Ok. Merci en tout cas. Mais c'était vraiment, c'est un moment bouleversant ce qui s'est passé vraiment, parce que d'abord je crois qu'on a des dettes vis-à-vis des morts, et de voir ces 11 familles de victimes qui sont venues sans s'être concertées sur ce qui allait être dit et comment ça allait être dit, paradoxalement avec leurs fantômes qui leur font cortège, paradoxalement elles ont amené la vie dans ce tribunal, face à des hommes puissants qui ne sont que depuis le début du procès stratégie de défense, éléments de langage, domination et abus de pouvoir. Et donc là, il s'est passé quelque chose d'absolument, vraiment inouï dans l'histoire judiciaire, où pour la première fois s'est rencontrée une affaire de terrorisme et une affaire de corruption. Merci beaucoup. Merci Daniel d'avoir été avec nous. Daniel Klein, on a envie de te donner de la force. Merci, bon courage pour la suite du procès. Merci, et merci Fabrice, évidemment. Fabrice qui traque les magouilles et les mensonges. On va vous proposer plein de mensonges, c'est maintenant, et c'est des mensonges légaux. Ça s'appelle la publicité. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière avec Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré et notre invité, le journaliste d'investigation de Mediapart. Abonnez-vous, Fabrice Arfi. Il est 19h47, c'est l'heure de retrouver celle qui n'a jamais détourné du pognon pour financer une campagne politique, parce que l'argent, c'est pas vraiment sa passion. La preuve, elle est chroniqueuse sur Radio Nova. C'est ma Marie qui est avec nous. Vous aimez bien mon look salafiste? Je voulais tester les limites de ce qu'il fallait faire pour se faire virer par Guillaume Meurice. Mais j'ai un peu mal réfléchi, parce qu'avec ce look ici, je risque plutôt d'avoir une augmentation. Non mais je suis étonnée de ne pas voir Merwan autour de la table. Tu l'as pas accueilli sur ton arche de Noé islamo-gauchiste? C'est étonnant. Quand il sera viré de France Inter, il sera bienvenu. C'est vrai qu'il a encore du travail, j'espère, je lui souhaite. Bon, la polémique sur Merwan, c'est pas mon seul sujet. Cette polémique, c'est ni la première ni la dernière lancée par l'extrême droite. C'est une technique bien connue de l'extrême droite de lancer des débats sur des énormités pour rendre acceptables des discussions sur des sujets qui n'étaient pas auparavant. C'est ce qu'on appelle agrandir la fenêtre d'Overton. Et moi, j'ai plutôt l'impression qu'ils sont sur la construction d'une véranda d'Overton. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais
Sincèrement, toutes les semaines, une nouvelle annexe. Donc, pour qu'ils cessent de s'accaparer le débat public, je propose qu'on s'unisse pour ne plus jamais leur répondre premier degré. Voilà, je veux que chaque personne ici participe. Je veux qu'à la prochaine polémique, Mediapart fasse une tribune pour dire... Fabrice Arfi, je compte sur vous. Merci. Je sais que c'est un peu dur à écrire, mais je vous aiderai. Non, mais sérieusement, parce que, en fait, si on fait que argumenter, ça marche pas. Moi, quand j'étais petite, mes frères disaient que j'étais amoureuse des escargots. C'est dur, je sais. Et au lieu de juste leur répondre... J'ai argumenté. J'ai tellement argumenté que j'ai fini sous la table à faire « Non, je suis pas amoureuse des escargots! C'est pas vrai, je suis pas amoureuse des escargots !» Et aujourd'hui, à mon grand âge de femme mature de 30 ans et demi, quand je vois un escargot, je me dis encore « Non, c'est pas vrai !» Donc voilà, ça sert à rien de leur répondre premier degré. Moi, je pense que le mieux, c'est d'utiliser leur méthode pour les battre à leur propre jeu. Donc je veux qu'on s'unisse ici. Tous et toutes ensemble, pour que demain, à la machine à café, pour les gens qui ne travaillent pas, la moitié de ce public, vous le faites dès que vous allumez Twitter, voilà, ou TikTok. Non, aucun d'entre vous. Dès que vous réécoutez Guillaume Meurice pour vous dire « Ah, qu'est-ce qu'il est si drôle !» Donc, demain, à la machine à café, on lance une énormité. Vous dites à vos collègues t'es d'accord, toi, avec Mélenchon, manger les riches avec la sauce harissa, c'est un peu corsé, quoi. Moi, je penserais à une autre sauce. Et voilà. Et dès après-demain, sur CNews, Pascal Praud sera en débat. Mais enfin, manger les riches à la sauce harissa, ça ne va pas. Il lui faudrait une sauce franco-française, une persillade au moins. Mais enfin. Et là, on aura gagné parce que la discussion sera sur la sauce. Et ce qu'ils proposeront, ce sera des méthodes plus humaines comme les taxer. Ne les mangeons pas. Bon, vous ne me croyez pas sur cette méthode. Ok, si c'est pas assez efficace de lancer ça, je propose qu'on enchaîne en titrant des choses du genre Pascal Praud propose de manger les riches avec une persillade. Est-il amoureux des escargots? Non, mais je sais pas. Je propose. Comme ça, on l'invite sur une émission. Pascal Praud, parlez-nous des escargots. Est-ce vrai que vous êtes amoureux des escargots? Non, je ne suis pas amoureux des escargots, ça n'est pas vrai. Mais nous vous avons déjà vu avec un escargot. Non, je ne suis pas amoureux des escargots, ça n'est pas vrai. J'ai oublié ce que je voulais dire dans ma chronique, c'est vrai. Sinon, je peux vous le dire longtemps. Non, je ne suis pas amoureux des escargots, ça n'est pas vrai. Et tout va très bien. Ouais. Profitez-en pour lancer les débats entre vous. Vous êtes des petits mignons. Et tu l'invites sur un plateau et tu ne lui poses pas la question « Êtes-vous amoureux des escargots ?» Tu poses la question « Quels sont vos 10 escargots préférés ?» Et là, il dira « Mais enfin, je n'ai pas d'escargots préférés. » Et là, tu titres « Pascal Praud en polyamour avec 5 escargots. » C'était brillant, ça valait la peine que je cherche. Hein. Donc voilà, c'est ma petite méthode. Comme ça, l'extrême droite est occupée à débattre du polyamour avec les gastéropodes et nous, on abroge la réforme des retraites. Ouais. Merci, Marie, qu'on retrouve au Théâtre Le République à partir de 8 mars samedi à 19h30. Merci beaucoup, Marie, pour ces solutions. Voilà, on a une émission de solutions. Je vais sauver la France. Parfait. Fabrice Arfi est toujours avec nous, le journaliste qui pose des questions, qui enquête. Mais je crois savoir qu'une certaine Juliette Arnaud a mené une enquête sur toi et sur tes goûts littéraires. Juliette. Je t'ai demandé quel livre t'intéressait de l'enfance. Et là, je me suis dit, enfin, quelqu'un qui va pouvoir résoudre une question sans réponse de ma psyché enfantine, justement. Rien à voir avec des escargots, mais quand même. Parce que, Fabrice, tu as choisi les livres dont vous êtes le héros, qui est une série qui a commencé à apparaître chez Folio Junior en 1984. En gros, c'est un livre-jeu, ambiance donjons et dragons, jeu de rôle, où le lecteur devient le personnage principal. Pour avancer dans le récit, il fait des choix. Là, vous arrivez devant une taverne, est-ce que vous rentrez dedans? Si vous êtes Émeric, vous dites oui, et là, vous partez en case 297, etc., etc. Est-ce que tu peux m'expliquer? Non, mais moi aussi, j'y allais à la taverne. Ouais, voilà, je finissais par mourir, c'était le principe. Pourquoi est-ce que c'est celui-là qui t'est resté, ça précisément?
Oui, c'est un peu le Puy du Fou, mais en plus rigolo. Non, mais en fait, j'ai pas grandi autour de livres. Non pas que j'ai grandi dans une famille qui ne lisait pas, mais en fait, j'ai pas du tout été un lecteur enfant du tout. À part quelques BD, Tintin, Astérix. Et c'est vrai que quand tu m'as posé la question, ce qui m'est resté comme ça, comme empreinte, c'est le plaisir fou de ne pas être contraint de devoir lire un livre avec le début, le milieu, la fin, et qu'en fait on pouvait se balader dans un livre comme dans un jeu, et qu'on n'est pas coincé par une espèce de convention de lecture. Et c'est vrai, quand on est enfant, de espèce de verticalité, on doit écouter un disque comme ça, on doit lire un livre comme ceci et aimer un film comme cela. Et c'est vrai que ça a remué tout un imaginaire des chevaliers de la table ronde, entre guillemets, qui moi me plaisait beaucoup. Et c'est que beaucoup plus tard que je me suis mis à lire, même pas à l'adolescence, mais plutôt à la fin du lycée. Voilà. Ok, et alors, donc là, tu vas pouvoir répondre à ma question de résoudre ma psyché. Moi, j'ai jamais réussi à en lire un seul sans tricher à peu près toutes les cases pour être sûr de pas mourir, notamment à la taverne. Toi, est-ce que tu trichais ou est-ce que tu trichais pas? Ouais, il m'est pu arriver de sauter des pages. Ouais, je suis pas toute seule. Même Fabrice Arfi, il triche. Il trichait, c'est pas la même chose. Ensuite, je t'ai demandé quel livre t'avait donné envie de devenir adulte, et tu m'as répondu à un truc, un essai sociologique et musical d'un type qui est un rock critique, qui s'appelle Grail Marcus, qui a bossé notamment à Cream ou à Rolling Stone. Ça s'appelle Lipstick Traces. Traces de rouge à lèvres, une vie secrète, comme par hasard, du XXe siècle. C'est ton autre vie, ça? C'est celle que tu aurais pu avoir? En fait, c'est ce que j'aurais aimé faire. Le métier que je voulais faire, c'était musicien, faire de la musique. J'en refais depuis quelques années. J'ai un groupe et je joue parfois dans des bars dans le 20e arrondissement à Paris. Oui, absolument. Mais comment s'appelle ce groupe? Les Josiane. Très bien. Je m'y attendais pas. C'est authentique. Voilà. Je savais pas que je parlerais de ça. C'est quoi Mais genou, un morceau. C'est une formation classique de rock, batteur, basse. C'est une formation qui est d'amis voisins où on s'amuse. Oui, c'est de la musique celtique que je disais. Où on s'amuse à faire des reprises de variétés françaises et anglo-saxonnes qu'on déconstruit complètement. Et tu joues quel instrument? Je joue de la guitare. Okay. Et en fait, n'ayant pas le talent pour en vivre, je suis devenu journaliste, et mon rêve, moi, c'était d'être rock critique. Je voulais être Grail Marcus, Lester Banks, etc. Exactement. Et je me suis retrouvé dans un journal qui s'appelait Lyon-Figaro, qui était Bien joué. Il faut attendre 19h56 pour apprendre des trucs de taré. C'est vrai. Voilà. Et j'étais pas du tout j'étais pas dans la bonne ville, dans le bon journal, ni dans la bonne époque. Voilà. Et c'est les hasards de la vie de bureau qui ont fait que je me suis intéressé à la chose judiciaire. Et en fait, quand j'ai découvert ce livre de Grail Marcus, qui est un livre un peu aride, qui est un livre difficile, je crois, d'accès. J'ai même essayé de le relire un peu quand tu m'as posé la question. Mais en fait, il y a quand même eu un effet de révélation vraiment fou dans ce qu'il a fait. C'est un livre où il essaye de trouver les fils invisibles qu'il peut y avoir entre le mouvement Dada, le dadaïsme, et le mouvement punk et les Sex Pistols. Et ça a été un effet de révélation. C'est comme un affranchissement de se dire, en fait, c'est possible. C'est possible que l'histoire, ce soit pas qu'une chronologie qui se suit. En fait, il y a des correspondances avec des décennies, des siècles d'écart qui nous racontent pourtant la même histoire. De la même manière que quand Miles Davis fait Kind of Blue, Robe grillée, Les Gommes et La Nouvelle Vague au cinéma, en fait, ça nous raconte exactement la même histoire sous des formes différentes. Et c'est pour ça que, pour moi, ça a été un livre d'une forme de maturité, celui-ci. Oui, sachant que c'est en plus vraiment une encyclopédie de la subversion au XXe siècle. Ensuite, pour terminer, je t'ai demandé quel livre te faisait rire, et tu m'as répondu une BD qui nous a beaucoup fait rire, beaucoup d'entre nous, en tout cas tous ceux qui l'ont eu entre les mains, qui s'appelle Zai 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 de Fab Caro en 2015, qui raconte la fuite d'un type qui faisait ses courses au supermarché, mais il avait oublié sa carte de fidélité dans son autre pantalon. Alors la caissière, elle a appelé le vigile. Alors là, le type, il bascule dans la violence. Il attrape un poireau. Le flic lui dit, du calme, pose ce poireau, tout se passera bien.
Il dit non, mais je l'ai ma carte. Et le vigile lui fait attention, oui, il pose ce poireau, m'oblige pas à faire une roulade arrière. Et toi? Moi, la menace de roulade arrière, j'avoue que je m'en suis toujours pas. Pardon, mais est-ce que c'est un truc que tu as essayé dans la vraie vie? De faire une roulade arrière? Non, de menacer d'une roulade arrière quand ça commence à devenir tendu demain, au avec tribunal, quelqu'un. je vais le faire. Tu avoues, sinon. Est-ce que c'est parce que tu penses que c'est une proposition, cette menace de roulade arrière sans blague, pour régler par exemple les violences policières? Imaginons. Mais ce serait génial, c'est beaucoup mieux qu'un flashball. Alors ça fait moins de mal. Ça ferait beaucoup moins de mutilés, parce que quand on est quand même dans un pays où manifester peut te faire perdre un œil ou une main, et c'est sûr que si on pouvait régler les conflits à coups de roulade arrière, de menaces de roulade arrière. On n'en est même pas encore à la roulade. Mais la manifestation, le recul. On est vraiment mais même la mise à exécution serait pas au fond si grave que ça. Non. De la menace. Et ça pourrait être joli. Mais bien sûr, merci chorégraphie. pour toutes ces solutions. J'ai l'impression qu'on a bien fait avancer la société. Merci Fabrice pour tous ces conseils, même si je suis étonné de ne pas retrouver dans tes conseils lecture édités par la Pléiade celui qu'on va écouter, voilà, celui dont on va écouter la douce prose dans quelques secondes, le quasi meilleur chroniqueur de France. Ça s'est pas joué à grand chose. J'étais 16e, moi. Émeric Lombray. Ouais. Allez, l'actualité n'attend pas. L'actualité, c'est pas Nicolas Sarkozy qui est là devant Space Mountain. Mais laissez-moi passer puisque je vous dis que je suis un adulte. J'ai une bonne nouvelle. Je vais être papa. Ouais. Ma fille elle est enceinte. Non. Ça c'est Pierre qui a écrit. Non, j'ai une vraie bonne nouvelle et ça va faire du bien là, parce que là je vous cache pas que l'émission moi, ça commence à me peser votre truc là, putain. Déjà c'est le dimanche, hein. Moi j'arrive, on me dit Émeric t'es assis à côté de Juliette, Pierre-Emmanuel a 2 chroniques et c'est Meurice qui présente. C'est qui l'invité? Une oncologue. Et la musique Barbara. Ciao monde de merde. C'était mon cerveau. Mais et il y en a même ils disent, bah moi l'émission, je la réécoute en podcast. Mais meurs. Putain, c'est les mêmes qui disent, bon à l'été je vais en Bretagne, le climat est plus doux. Ouais, ça va, c'est bon. En plus, moi, j'ai déjà assez de problèmes comme ça. Entre mon Covid long, mes tout petits pieds et ma vision déformée, j'ai une vision déformée. Voilà, je voulais pas en parler. Mais voilà. Par exemple, vous voyez, tout le monde voit que Pierre est beau. Tout le monde voit. Bah, moi, je le vois gros, tu sais, avec un gros nez, la peau sale, et les cheveux blancs, et un caractère exécrable. Et aussi une prétention sans nom, Pierre. Et des pieds qui puent. Et puent du cul, parce que le cul, il pend jusqu'à ses pieds. Et ta femme, elle va voir ailleurs, Pierre. Ta femme, elle va voir ailleurs. Et ta mère, Pierre, elle est tellement grosse, quand elle mange du yaourt, après elle dit « Il reste du yaourt !» Bah non, Catherine, parce que t'as tout mangé. Et alors après, elle va à la ferme, elle va voir une vache, et elle boit au pied de la vache, comme ça, elle fait et ça coule pas assez vite, du coup après, elle doite la vache, comme ça, C'était pour le gamin du premier rang. Attends, alors... Bon... Bon, la bonne nouvelle. Non, allez, la bonne nouvelle. On avance. Les anciens premiers ministres, finalement, ils vont garder leur avantage. Que quand même, ils sont plus premiers ministres. Voilà. Ouf, voilà. Parce que la semaine dernière, le Sénat avait voté pour la suppression. Mais heureusement, Bayrou a fait pression pour dire que c'était pas une bonne idée, en fait. Voilà. Ça doit être trop marrant que Bayrou, qui te met un coup de pression, il est là. Franchement, ferme ta gueule. Tout ce que tu veux, mais ferme ta gueule. François, il a dit faut bien qu'il y ait dans l'État des choses stables. L'indexation du SMIC sur l'inflation, non. Les 35 heures, non. Vos avantages, ouais. C'est fou. Non, mais je me dis, c'est fou de continuer à avoir des avantages du travail d'avant. Moi, c'est comme si j'arrêtais la radio, tu vois, parce que le cinéma m'appelle. Non. Et que vous êtes vraiment des enculés. Non, allez, là, c'est bon. Il y a un gamin au premier rang. Oui.
Non, mais tu vois, bon, bah, imagine le cinéma, il m'appelle, mais que je garderai mes avantages d'avant. Bon, c'est vrai que c'est pas un bon exemple, parce que le cinéma, il m'appelle pas, et ici, on n'a pas d'avantage. Donc, ici, on a que des bâtons dans les roues, quoi. Une technologie vieillissante, des collègues qui ont les pieds qui puent du cul, et sous la table, il y a des tout petits gens qui nous font des chatouilles tout le temps. Arrêtez. Bon, ça me faisait rire quand j'ai écrit, mais là, pas du tout. Hein. Non mais attendez. Non mais imagine pour les autres métiers, si tout le monde repart avec ses avantages d'avant, ça va être un bordel. T'imagines un prof qui se reconvertit chirurgien. Daniel, on est en train de le perdre. Pose la trachéo. Là c'est juillet. Hein. Alors, allez, blague de droite. Tanguy Pastion, il est là. Putain mais quel génie. Après c'est quand même une bonne nouvelle pour les anciens premiers ministres qui gardent leur avantage, parce que ça va faire des miséreux en moins. Hein, moi je me voyais déjà héberger Jean Castex là ou François Fillon. François, t'as pas vu les 20 € qui étaient sur la table? Non. Ou alors Jean-Pierre Raffarin. Jean-Pierre, est-ce que c'est toi, oui ou non, qui a mangé le pâté en croûte dans le frigo? It's not me who eat the yes need to know. Là, le gamin, il est perdu. Là. Ou alors, t'imagines, en coloc avec Édouard Philippe, je demande pas qui c'est qui a bouché la douche. Non, alors. Moi, je comprends. Allez, on avance. Non, mais moi, je comprends que les politiques, tu vois, ils votent des lois pour nous. Tu vois, mais les lois pour eux, ça devrait être nous qu'on vote. Tu vois? Non, tu sais, ils décident de mon prix du paquet clope, je décide de leur retraite, donnant. Et faites-nous voter leur retraite, tu vas voir. Non, monsieur Bayrou, il manque des points. Allez, on trouve un boulot, et un vrai cette fois-ci, hein? Puis avec ta grosse tête, tu vas aller traire les vaches avec la mère de Pierre. Merci de m'avoir écouté. Merci Eric Lomprey, qui mérite son titre de quasi meilleur chroniqueur de France. Tous les lundis à Paris au Théâtre de la Renaissance. Merci Fabrice. Fabrice, t'es toujours avec nous. Il nous reste quelques petites minutes. Ton interrogatoire est presque terminé, mais on a encore quelques petites dernières questions à te poser. Juliette. Tu voulais être une rockstar, j'ai une baguette magique. Ça va pas durer longtemps, profite-en. Tu peux être soit un membre du Clash, soit un membre des Sex Pistols. Quel groupe choisis-tu? Quel membre? Les Clash. Bah oui. Voilà. Et quel quoi? Bah qui dans les Clash? Ah bah le guitariste. Mick Jones. Allez, ça va. Pas mal. Pierre... Ouais, il y a deux trois. Pierre-Emmanuel. Oui, Fabrice, est-ce que quand ce sera fini le procès Sarkozy, la justice française elle va enfin être désengorgée? C'est une vraie question. Ben non, il y a encore d'autres affaires qui attendent. Voilà, malheureusement. Émeric. Oui, la femme d'un copain va voir ailleurs. Dois-je lui dire? C'est une question. Je sais pas, il y a des gens qui me grattent sous les... C'est oui, bien sûr. Bientôt le duo. Éric Lomprey, Fabrice Arfi. Fabrice, t'es réputé pour ton travail de journaliste, mais aussi pour ta chevelure impeccable. Est-ce que tu envisages une reconversion? Et si oui, est-ce que ton salon s'appellera Investifaction? Enquête police hier? Erfi. Putain, mais quel génie! Quel génie! Incroyable! J'ai envie de finir là-dessus. Il vient de remporter le trophée du meilleur chroniqueur. Merci Fabrice d'avoir été avec nous pendant 2 heures. Merci. On peut applaudir encore Fabrice Arfi. Merci à ton invité Daniel Klein, Sama Karaki, Mamari et Florence Mendes pour les chroniques. Merci à toute l'équipe de l'Européen qui nous reçoit, Malo, notre réalisateur, Paul à la technique dans les studios de Nova. Merci à toutes les équipes techniques de Radio Nova, Frédéric Antelme et toute sa team, Colline, Mehdi, Bastien, Sébastien pour les réseaux sociaux, les équipes vidéo de Goodway, Benjamin, Alban, Adrien, merci à Christian pour la programmation musicale, Mano et Loris pour la prod, le rédacteur en chef, l'incroyable Ramzi Assali, et merci à Émeric Lomprey, Pierre-Emmanuel Barré, Juliette Arnaud et Guillaume Meurice. On se retrouve la semaine prochaine. Amusez-vous bien, gardez le moral et vivement la dernière. La dernière.